et on va commencer avec du gros. Voilà, on va commencer avec du gros, avec, tout simplement Apple. Pourquoi Apple? Parce que les chiffres sont en train de tomber. Les chiffres sont en train de tomber du côté de chez Apple sur les ventes de cette fin d'année 2025 et quelque chose d'assez fou va se passer. Je vais couper la musique. Hop. Voilà, quelque chose d'assez fou va se passer. Pourquoi? Eh bien parce que, Apple vient normalement, selon plusieurs instituts de recherche, qui traquent un peu les ventes. Bonjour Gépif, bonjour tout le monde. Apple aurait dépassé Samsung sur le marché des smartphones, d'un point de vue volume. Donc, je vous la refais rapidement sur, les gens qui ne me suivent pas tous les jours et qui ne connaissent pas ma fameuse, métaphore sur l'anomalie qu'est Apple. Je vous rappelle qu'Apple est un constructeur de produits haut de gamme qui vend comme un constructeur de produits entrée de gamme. Bonjour tout le monde qui nous rejoignez. Donc je vous dis souvent que Apple, c'est un peu comme si la voiture la plus vendue en France était une BMW série 5, voilà, ou autre. C'est pas normal d'être un constructeur qui est dédié plutôt haut de gamme et d'avoir des volumes de vente aussi gigantesques qu'Apple. Après, 14 années de règne, Samsung aurait été détrôné, ça y est, cette année, par Apple d'un point de vue volume. Donc je ne vous parle pas encore une fois d'un point de vue valeur, hein. D'un point de vue valeur, Apple est le premier constructeur mondial de smartphones depuis très longtemps et absolument intouchable. C'est eux qui font le plus de chiffre d'affaires, c'est eux qui font le plus de marge brute et c'est eux qui font le plus de bénéfices de l'industrie du smartphone devant tous les concurrents, des fois même devant, les numéros 2, 3, 4, 5 réunis. C'est vraiment la folie Apple d'un point de vue mais d'un point de vue volume, Apple était une anomalie parce que Apple était souvent numéro 2 ou numéro 3 mondial en termes de volume. C'est ça qui est dingue. Sachant que je vous rappelle que le gros des ventes de Samsung et autres Xiaomi, ce sont des téléphones qui sont situés entre 150 et 350 euros. Voilà, Apple n'est pas présent sur ce marché et c'est le marché qui fait normalement le plus de volume. Et là, cette année, eh bien, d'après plusieurs cabinets d'analystes qui rendent leur verdict annuel, Apple passerait pour 1% symbolique, un peu moins d'1%, devant Samsung avec 243 millions voilà, d'iPhone vendus contre 235 millions de Galaxy vendus. Encore une fois, l'iPhone, c'est un nombre très, 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 très restreint de modèles. Dans la gamme iPhone, si on retire le nombre de SKU, donc les SKU, c'est les références, donc là, on ajouterait les combos avec les couleurs, les stockages, etc. Il y a l'iPhone 17, l'iPhone 17R, l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 17 Pro Max et l'iPhone 16 qui reste au catalogue et l'iPhone SE. Voilà. Merci beaucoup, Calidor, pour les 22 mois d'abonnement. Donc, à côté, Samsung, je vous rappelle que c'est quasiment dans les grandes années, Samsung, c'était quasiment un téléphone par semaine d'annoncer. Parce qu'ils annoncent aussi des téléphones qui ne viennent pas sur nos marchés. Mais Samsung, c'est un nombre délirant de smartphones. Donc, Apple, aujourd'hui, c'est 20% de part de marché sur 6 modèles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment absolument fou. Et Apple doit évidemment cette réussite à la réussite de l'iPhone 17 qui se vend. On avait parlé d'un petit 17% de plus que l'iPhone 16. Là, c'est aussi entre 12 et 17. Mais l'iPhone 17 normal cartonne. Alors, ça ne fait pas les affaires d'Apple, puisqu'Apple, en général, préfère vendre l'iPhone 17 Pro qui coûte plus cher et qui rapporte encore plus d'argent. Mais cette année, l'iPhone 17 a vraiment été très, très bien reçu. Le téléphone est vraiment très, très, très complet. Il est assez invincible. Et les iPhone 17 Pro, avec leur nouveau design, apparemment se vendent bien. Alors, l'iPhone 17R est un échec, mais ça ne change pas grand-chose pour Apple, puisque l'iPhone 16 Plus et les iPhone 12 et 13 mini ne se vendaient pas non plus. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du truc, de livrer 240 millions plus d'iPhone avec un prix médian qui, je pense, doit bien tourner autour des 1000 $. C'est un délire. C'est vraiment un délire. Et ce qui est intéressant aussi, et comme on le disait, comme je le prévoyais un petit peu, c'est que l'IA, les gens s'en battent les steaks. C'est-à-dire que l'IA, beaucoup de gens l'utilisent, mais c'est pas un vecteur de vente d'appareils. On n'achète pas un processeur d'ordinateur ou un smartphone parce que il est fort en IA local. Les gens utilisent effectivement le chat GPT, Gemini, etc., mais globalement plus en cloud. Et Apple, qui est très en retard sur l'IA,
et qui est un virage pour l'instant loupé pour Apple, le temps de voir si l'IA vraiment s'impose ou pas. Vous voyez encore une fois à quel point l'IA n'est pas du tout, du tout, du tout un argument d'achat pour les gens, même si c'était ce qu'espéraient les constructeurs, notamment l'année dernière avec les cycles des S24 et des iPhone 16, etc. C'est pas du tout ce qui a créé les grands cycles de renouvellement. Donc, euh, donc, euh, donc intéressant. Merci FingerUp aussi pour ton retour sur mon replay YouTube. Je vais essayer de faire quelque chose de plus naturel. Merci. Même Boudia quitté, c'est une folie. J'étais Genius au Genius Bar avec les 2. Vous savez, si vous savez les volumes reçus quotidiennement, c'est une dinguerie. Ah non, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'un seul constructeur sur les centaines de constructeurs de téléphones, un seul constructeur qui ne vend quasiment que du haut de gamme, prend 20% des parts de marché? Je ne sais pas si vous vous rendez compte le délire que c'est. Le délire que c'est vraiment, voilà. Donc Apple va bien, merci pour eux. Ils vendent aussi des chaussettes, avec, d'ailleurs, j'ai pas l'article ici, mais allez voir, il y a un très bon article de Numérama qui explique comment Apple a vendu ses fameuses chaussettes Issey Miyake et a clairement pas visé les geeks, mais la cible lifestyle et mode, et c'était très malin de leur part. Donc voilà, aux États-Unis, les iPhone 17 en général, eh bien, ont excédé les ventes des iPhone 16 d'environ 12%, ce qui est vraiment costaud. Et surtout en Chine, vous le voyez, un marché qui normalement est en stagnation, en perte de vitesse pour Apple parce que les Chinois achètent de plus en plus de téléphones chinois. Il y a une fierté à acheter des téléphones plus chinois. On fait plus 18% sur le marché chinois. C'est assez impressionnant. Voilà. Un bon téléphone, encore une fois, ça ne fait plus rêver grand monde les smartphones parce que la technologie est mature. Ça reste des produits qui, tous les jours, encore une fois, m'impressionnent de voir à quel point on peut balancer autant de puissance, autant de capteurs dans 6 mm d'épaisseur. Mais bon, bref, il n'empêche que GG Apple pour cette année. Si vous êtes les numéro 1 mondiaux en termes de volume, c'est vraiment. Je trouve ça assez incroyable. Autre petit point aussi, parce que c'est important qu'Apple continue à gagner de l'argent. Un nouvel accessoire pour l'iPhone, un accessoire intéressant. Après avoir fait du coup une housse de transport avec Issey Miyake, ici, Apple vient de faire une nouvelle collab, dans cette nouvelle collab qui est en rupture de stock aussi, avec une marque qui s'appelle Ikawa. Et c'est une marque qui, normalement, fait des chiottes. Voilà, des lunettes de chiottes. Bon, et vous allez voir l'accessoire, vous allez être là genre, pas ouf. Sauf que c'est un accessoire qui est fait pour l'accessibilité, et notamment avec des personnes qui ont des problèmes pour tenir et pour prendre en main leur téléphone. Et donc c'est un grip qui, vous voyez, s'aimante sur votre téléphone, qui est très très gros, parce qu'évidemment il est fait pour des personnes qui ont du mal à avoir une préhension facile de leur téléphone. Vous pouvez passer évidemment le doigt dans l'anneau, comme la plupart des systèmes de ce genre-là. Mais vous voyez qu'il est très très gros et sert aussi de support pour le téléphone. Et il a été fait en plusieurs couleurs, parce que je crois que voilà, la couleur créateur, évidemment, on craque. Ça fait penser à certaines pâtisseries asiatiques ou certains fruits, genre un peu le fruit du dragon. Voilà. Et donc pareil, j'ai envie de dire, que ce soit Microsoft, que ce soit Sony ou que ce soit Apple, quand on sort évidemment des produits qui sont plutôt orientés, eh bien, comment dire, personnes en situation de handicap, et qu'on améliore l'accessibilité des produits, écoutez, je trouve ça intéressant. Donc vous voyez, le produit a l'air très très simple, mais il a été donc fait avec cette firme et avec pas mal d'études pour rendre l'iPhone le plus facile à prendre en main pour des personnes qui ont des problèmes littéralement aux mains. Voilà. Par contre, dommage de rendre ce genre de truc exclusif. Alors, il n'est pas exclusif, c'est juste qu'il est parti en rupture de stock en 2 secondes. Évidemment, il existe sur le marché tiers des accessoires de téléphone et d'iPhone beaucoup, beaucoup de systèmes qui permettent d'améliorer la préhension, hein, notamment les systèmes de pop qui permettent d'avoir une sorte de ventouse qui se décolle de votre téléphone pour passer les 2 doigts autour ou les anneaux, etc. Donc, Apple n'a pas inventé, on va dire, l'accessoire fait pour l'accessibilité, mais c'est toujours bien qu'ils le fassent des fois aussi en leur nom. Je crois pas qu'ils soient en rupture de stock au sens il va pas revenir, mais c'est vrai que bah, quand on voit encore une fois l'engouement autour des iPhones en général, dès qu'ils sortent des choses, ça part très vite, quoi. Comment ça, MagSafe compatible, dit Radmou? En fait,
il s'aimante il s'aimante sur le MagSafe, en fait, le truc. Donc vous pouvez vraiment le mettre ou l'enlever facilement, quoi. Est-ce qu'ils vont le rééditer? Oui, 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 très certainement. Vous savez la collaboration avec, Issey Miyake, elle est partie en rupture de stock en quelques heures et le temps qu'on en parle ici en stream ensemble, elle était de retour en stock, notamment en France. Donc, donc j'imagine que Apple, c'est pas trop leur style de faire des éditions limitées et de jouer sur, la rareté des produits et les ruptures de stock, c'est pas trop leur délire. Donc, ça m'étonnerait pas que ça revienne en stock, quoi. Allez, on va continuer et juste aussi pour maintenant parler du futur, d'un ex d'Apple. On va parler de, évidemment Jonathan Ive, aka Johnny Ive, aka Sir Jonathan Ive, puisqu'il a été, fait, chevalier par la reine d'Angleterre, qui continue à bosser. Eh bien, avec Sam Altman sur le futur produit OpenAI. Ils étaient là, à une conférence tenue par Lauren Powell Jobs, qui est, pour les gens qui ne savent pas, qui est la veuve de Steve Jobs. Et à cette conférence, ils ont continué à parler un peu du produit qu'ils voulaient inventer. Et vous savez qu'il y a une grande blague actuellement qui sont évidemment les gadgets d'IA en mode Human AI Pin, en mode Rabbit R1. Et c'est toujours la même chose, c'est de dire bah, il est bien sympa ton gadget, il a une bonne gueule, mais c'est littéralement, je peux en faire une app, quoi. Qu'est-ce que tu me casses les couilles à me vendre ça? Est-ce que OpenAI, le géant, le symbole de l'IA avec Nvidia, va vraiment inventer quelque chose en s'alliant avec le designer de produits tech le plus légendaire de ces 30 dernières années, heu, l'appareil qui nous ferait changer d'avis? Alors personnellement, j'en doute énormément. Sachant que d'après leurs petits, comment dire, d'après leurs petits propos pour vous résumer un peu cette conversation, ils expliquent que le produit n'aurait pas d'écran, mais qui ressemblerait il aurait plus ou moins la taille d'un smartphone. Vraiment, je suis en train de me dire: «Ils vont nous vendre un petit dolmen, un petit monolithe, en plus de notre smartphone». J'ai vraiment du mal à croire, encore une fois, à quel point ce produit pourrait se rendre indispensable par rapport à un smartphone. Dans un monde où tout le monde a un smartphone et qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter, par rapport à un smartphone? Voilà. Bon, après, Jonathan Ive est un excellent designer, mais pour avoir un excellent designer, il faut aussi, se s'allier avec un très, très bon visionnaire et il faisait un très, très bon duo avec, Steve Jobs. Je pense pas que Sam Altman soit un grand visionnaire en termes de produits. Voilà, il est pas réputé pour ça non plus. Hem, mais bon, évidemment, ça continue à faire jaser les gens parce que, on parle quand même de 2 des noms qui font frémir, la Silicon Valley dès qu'ils font un petit prout, donc voilà quoi. Kikatori qui dit à savoir qu'il y a plusieurs niveaux de noblesse en Angleterre. Quand tu es anobli comme ça par le roi et la reine, tu restes à un niveau inférieur au noble classique de sang. Ah, c'est bon à savoir. Bref, c'est marrant parce que quand ils décrivent le produit qui serait, très doux, très sympa à prendre en main, qui a pas d'écran, machin et tout, je pense, au AI Pin de Humane et je me dis: Je vois pas ce qui va changer». Et effectivement, je vois plusieurs personnes qui parlent de la bulle, de l'IA et je vous rappelle pour vous la team Wall Street Bro, qu'effectivement les signes d'une bulle sont toujours plus, palpables et que, notamment, récemment, il y a, Michael Burry, je crois, le fameux, trader qui avait shorté la crise de 2008 et qui était devenu multimilliardaire là-dessus, qui a dénoncé en fait, l'abus spéculatif et qui a dit qu'il s'est retiré du game, littéralement. Il a dit: «Des fois, le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de ne pas jouer». Donc il a retiré tous ses investissements dans l'IA et donc quand Michael Burry parle, généralement beaucoup de gens l'écoutent. C'est un des rares traders qui est connu du grand public grâce, au film, The Big Short notamment. Et il y a aussi, plus étonnamment, Peter Thiel aussi. Donc Peter Thiel, vous le connaissez, l'homme derrière Palantir, l'homme qui vient de la PayPal Mafia avec Elon Musk, un des premiers investisseurs de Facebook et un avec une réputation assez détestable, voilà. Peter Thiel qui a aussi retiré la plupart de ses billes dans l'IA, heu, ces derniers jours et donc on va voir ce que ça peut donner plus tard. J'ai lu ce matin notamment alors je ne vous ai pas fait parce que
Parce que je sais pas, j'avais pas trouvé de moyen d'en parler, simplement, mais et puis surtout sans qu'on devienne tous évidemment, cyniques du capitalisme. Mais en gros, j'ai lu pas mal d'articles, ce matin sur la fameuse économie circulaire, pour pas dire frauduleuse de l'IA qui tourne autour d'NVIDIA et de toutes les startups qui n'existent que parce qu'elles promettent d'avoir des chipsets NVIDIA dans lesquels NVIDIA investit et qui consomment des chipsets NVIDIA, donc CoreWeave et compagnie. Heu, Sachez qu'on est vraiment sur du limite illégal comme ce qui est en train de se passer actuellement dans l'économie de l'IA, autour notamment d'NVIDIA et de OpenAI, qui passent leur temps à investir et réinvestir les uns dans les autres et à se promettre des contrats les uns dans les autres en consommant les produits, les services les uns des autres pour faire exploser en fait les flux de revenus, quoi. Mais voilà. Donc tu aurais dit, Michael Burry s'est aussi beaucoup trompé depuis The Big Short. Ouais, complètement, encore une fois, le métier de trader, c'est d'avoir, assez de fois raison pour gagner de l'argent par rapport au nombre de fois où tu as tort, hein, donc, allez voir notamment ce qui se passe autour d'une entreprise qui s'appelle CoreWeave. CoreWeave qui récupère des contrats de plusieurs milliards de dollars, qui est rentré en bourse récemment, pour justement, mettre en place ces data centers d'IA. Sachant que CoreWeave à la base avait des data centers qui étaient faits pour miner de l'Ethereum, on voit déjà un peu l'entreprise et qui se targue d'avoir 250 000 GPU NVIDIA et dans lequel NVIDIA eux-mêmes ont investi. Bon, voilà. Je vous avais montré un graphique de Libération, il y a aussi un graphique de Le Monde. Est-ce que je l'ai encore quelque part? Peut-être, voilà, je peux le non, je l'ai pas ici. Voilà, il y a celui-là, ouais, j'ai mis de côté ici. Salut Lazare, c'est bientôt les bonnes affaires. Voilà, une curieuse économie solidaire qui était sortie, un article qui était sorti il y a un mois dans Le Monde, qui était pas mal du tout. Je vous avais montré aussi les graphiques de, de chez Libération. Et ce matin, je disais dans The Verge, je vous le retrouve aussi, le portrait de CoreWeave qui est incroyable. Je vous conseille d'aller lire ça aussi là. Un peu long, mais absolument incroyable. Cette entreprise qui était un peu inconnue et qui désormais pèse des milliards et des milliards de dollars, qui a des contrats gigantesques, le tout avec une dette complètement débile et un système donc d'économie dite circulaire qui ressemble quand même à des pratiques qui sont illégales dans le monde de l'entreprise, notamment aux États-Unis, où en fait, pour vous donner une idée rapide, on accuse des entreprises comme Nvidia d'investir dans des sociétés à haut risque avec des dettes pas possibles pour en fait décharger d'une certaine manière leurs dettes et leurs risques dans ces entreprises que officiellement elles ne contrôlent pas, même si elles ont évidemment un rapport de dominance très fort avec, et qui font que vous avez externalisé vos activités risquées et vos investissements un peu ultra, ultra capitalistes. Donc, sachant que CoreWeave aujourd'hui vend de la puissance de calcul IA à des clients qui deviendront ses concurrents dans quelques années. Donc, on sait que Amazon, Microsoft, Google, etc. sont en train de créer leurs propres serveurs, leurs propres microprocesseurs. Donc, bon. Kuma Stream, je ne sais pas si c'est une question déplacée ou pas. Donc, voilà. À deux doigts de te ban. Dans le doute, je te banne pas. Bref, maintenant qu'on a parlé de choses hyper intéressantes comme des gens qui sont en train de créer des milliards avec du vent pour vous faire le FOMO qu'il faut absolument y croire parce que ça pèse des milliards, source TKT Frères eux-mêmes, on va parler de choses beaucoup plus simples. Voilà. Mais un truc intéressant. On va juste parler d'enceinte Bluetooth. On va parler d'enceinte Bluetooth avec Ikea qui, vous savez, il y a quelques années, bonjour tout le monde si vous nous rejoignez, Ikea, il y a quelques années, ils ont annoncé eh bien, une collaboration avec Sonos. C'est pour les gens qui ne se rappellent pas. Il y avait une gamme d'enceintes connectées un peu design qui s'appelait Symfonisk, qui était pas mal du tout. On en avait testé chez les numériques à l'époque. Le problème, c'était, que ça coûtait très cher. Parce que bon, bah, IKEA, marque très, très entrée de gamme et accessible et grand public. Sonos, marque très Apple du son, donc premium, et cetera. Et donc je me rappelle plus, mais je sais pas si des gens en ont acheté chez eux, mais à l'époque, une enceinte Symfonisk déguisée en tableau, c'était un peu 200 balles, quoi. 200 balles, chez IKEA, tu peux acheter littéralement un salon, une cuisine et un garage.
Et donc le partenariat avec Sonos s'est arrêté. Mais évidemment, IKEA a continué parce que IKEA a compris qu'aujourd'hui, la plupart des meubles, des mobiliers, des objets de déco sont connectés. Donc il y a les ampoules connectées et tout. Et IKEA a annoncé plusieurs enceintes connectées dernièrement, dont je trouve le design très sympa. Je vous montre les 2 qui sont sortis en France en attendant que les 2 autres arrivent. Mais vous allez voir, ici, on est plutôt autour des 40 et des 60 € avant que les autres arrivent. Elles sont entre 60 et 120 € pour les enceintes panneaux. Mais vous avez des petites enceintes que je trouve très mignonnes, avec, vous voyez, un design très rétro-futuriste, rigolo, un peu Teenage Engineering en plus cheap. Donc des petites enceintes connectées qui peuvent se connecter entre elles pour faire un système multi-enceinte. Attention, je crois que c'est pas stéréo quand même, hein, ça reste entrée de gamme. Mais voilà, un système qui vous permet aussi de vous connecter avec Spotify en direct avec le petit tap Spotify pour reprendre votre musique là vous étiez arrêté sur n'importe quelle enceinte. Voilà, donc ça c'est la Nadbat. Mais celle qui m'intéresse plus, c'est la Blompractor. La Blompract, elle est là. Attends, je vous mets le lien vers celle-là, la Nadbad. Parce que la Blompract, elle est non seulement plus belle, mais surtout, c'est une lampe enceinte. Et je trouve notamment que, pour un homme qui n'aime pas la déco comme moi, heu, je me vois bien l'utiliser. Là, j'ai vraiment envie d'en acheter une pour la mettre, pour décorer, bah, notamment mon petit bureau ou mon petit chevet. Et je trouve que le design est vraiment très chouette de cette lampe, regardez, voilà. Heu, L'objet lui-même est beau, je trouve, notamment en bleu et en beige, pour une fois que je passe à autre chose que du noir. Je sais pas quelles sont les qualités sonores de ces enceintes. Je pense pas qu'on les achète encore une fois pour avoir une ambiance, de Vialet, mais j'aime bien. Le truc, c'est que le design lampe est cool, mais est-ce que tu vas vraiment l'utiliser en tant qu'enceinte? Alors oui, parce que du coup, avec ma compagne, on utilise beaucoup plus nos enceintes Bluetooth qu'auparavant, parce que notre petite fille adore écouter de la musique avec nous, voilà, et pas que des comptines, parce qu'elle est évidemment plus éveillée que les enfants de son âge. Donc on a des enceintes et moi, donc le roi de la déco, pour vous donner une idée, j'ose même pas vous le montrer, mais parce que l'angle est parfait, vous pouvez pas le voir derrière moi, mais mon chevet de lit, c'est un tabouret à 4 balles en métal, avec des pieds en métal et un petit truc horrible. Voilà, il y a rien qui est installé dessus. Peut-être que je pourrais enfin avoir une petite lampe mignonne, quoi. Ça fait plastique cheap un peu. Bah oui, mais pour moi, justement, c'est l'ambiance un peu années 70, c'est un peu Formica, vous voyez. Moi, je trouve qu'elle a une bonne bouille. Elle a une bonne bouille et il y a toute une gamme encore d'enceintes IKEA qui va arriver dans les prochains jours, et notamment donc des choses qui ressemblent plus aux panneaux Symfonisk que IKEA faisait avec Sonos, mais qui vont être vendues évidemment moins cher. Ouais, j'ai vraiment une déco catastrophique. Ouais, vous avez pas l'air d'être chaud sur la petite lampe alors que moi j'ai craqué. Est-ce que ça veut dire que j'ai vraiment 0 goût en termes de déco? Franchement, c'est chouette là, non ça? Moi j'aime bien. Petite lampe d'appoint là qui est pas directe, moi j'aime bien. Salut madame Kimi. Putain, il y a les gens, ils aiment pas. Mario qui dit pas chaud du tout, Exmodus qui dit moche sur 20. Oh là là. J'ai vraiment aucun goût, quoi. Je suis deg. Ruisseau de Chiasse, qui je pense est une éminence en matière de bon goût, nous dit j'aime pas. Bon. Kebab Gaming nous dit salut, c'est pas mon style. Voilà. Chris Puissant qui dit on dirait une poêle à frire retournée. Putain, c'est dur avec moi là. Oh là là. Il y a que Jouti qui aime bien. Redpunk qui dit je l'aime bien, mais il manque quelque chose. Écoute, Redpunk, si elle était rouge, tu l'achèterais, non? Bon, je l'enverrai à ma meuf et si elle la valide, je l'achèterai, contre votre avis, votre validation, voilà. Parce que moi, je l'aime bien. Je pense que sur mon bureau, ça peut être très sympa. Ah là là, vous êtes dur avec moi, vous êtes vraiment très dur avec moi. Bonjour tout le monde. Je remonte vos retours là, c'est vraiment très dur. Vous préférez la Natbad? Parce que moi, justement, la Natbad, je la trouve bof bof, moi, la Natbad, non? Je trouve que pour une petite enceinte Bluetooth, je suis là genre bof. Ah, et c'est parti, elle nous dit: «Moi, j'aime aussi». Merci à toi. Merci à toi de sortir de ton mutisme dans ce chat pour, venir me soutenir. Attendez, faut qu'on va faire un sondage là. Donc là, les gens, là, c'est la not bad, OK? Là, c'est la plompract. Allez, sondage. Vous avez pas le droit de dire option 3, j'achète rien. Donc vous êtes team, not bad ou team
Blompract. Allez, je vous donne 2 minutes pour voter. La NatBat, c'est pas une lumière. Non, non, c'est juste, la NatBat, c'est juste une enceinte. Non, je parlais juste, d'un point de vue design, déco, à mettre chez vous, quoi, voilà. Vous préférez le design de la NatBat ou le design de la Blompract? Mon Uncle Ben nous dit: «À mon avis, c'est pas ici que ta petite lampe mignonne va être appréciée. Ici, on a plus le noir et le RGB». Non, Uncle Ben, j'ai envie de croire dans le petit côté hipster Instagram, Pinterest, de ce chat. Je sais que vous avez une âme un peu colorée, une âme un peu, un peu formica, j'ai envie d'y croire. Le son doit être bien gai sur les 2, je sais pas trop. Et le son, je ne le connais pas. Parce qu'effectivement, c'est la première fois que IKEA là, fait du coup ses enceintes Bluetooth sans Sonos. Donc je sais pas ce que ça vaut. Honnêtement, je vous parle vraiment que de design là. Faut que tu fasses passer le test à Lydia. Ouais, Lydia, elle va me descendre. Non, parce qu'en vrai, c'est pas vrai. Lydia, elle a des petits meubles très colorés pastel chez IKEA, et je pense que ça peut passer. Mais Lydia, elle est moins rétro-futuriste, que moi quand même, Lydia. Donc, Lydia, c'est du genre acheter des bureaux d'écoliers des années 1800 pour en faire son bureau de streaming. Donc, si elle sent pas qu'il y a du chêne, centenaire qui grince, bon, je sais pas. Karl Marx Jacobs nous dit: «Mais hipster n'achète jamais ça, non?» Oui, bah, de toute façon, les hipsters sont passés à autre chose qu'à IKEA, bien sûr, sauf si c'est du IKEA des années 70. Allez, on termine justement sur, le design et le bon design avec, vous vous rappelez, attendez, est-ce que je peux la sortir sans tirer mon casque? Vous vous rappelez de ça ou pas? On l'avait acheté ensemble et d'ailleurs je pense que beaucoup d'entre vous vont l'acheter au Black Friday, je vous le confirme. Le fameux, c'est la Natbat qui l'emporte aux 2 tiers. Putain, j'ai vraiment pas de goût, quoi. Je vous rappelle que ça, on en avait parlé, c'était toute une saga de mon stream, acheter des tournevis. Voilà, donc j'avais acheté des tournevis de chez, Linus Tech Tips et j'avais acheté ce fameux set de tournevis que vous avez beaucoup vu sur AliExpress, sur Amazon, le fameux set de tournevis Xiaomi. Ou alors était-ce le set de tournevis de chez Wiha? Ou alors était-ce une autre marque? C'était compliqué. Vous savez que souvent, dans les marques chinoises, c'est très, très, très nébuleux et tentaculaire, notamment quand on voit, aussi comment Xiaomi fonctionne. Je vous rappelle que Xiaomi fonctionne avec une sorte d'incubateur géant qui font que dès qu'ils voient des start-upers avec des produits intéressants, ils les incubent et ensuite ils les distribuent eux-mêmes et donc le truc c'est que, le deal, c'est que Xiaomi, contre 10 de part de votre entreprise, vous fait rentrer dans son incubateur d'entreprise et si les produits sont bons, ils vont évidemment les distribuer dans leur réseau et vous allez avoir un succès quasiment garanti. Donc, on avait parlé de ce fameux tournevis, qui se trouve entre, 15 et 30 balles selon les promos. Là, je l'ai trouvé à 18 € sur Xiaomi. Ça marche hyper bien, c'est super beau, c'est hyper minimaliste, c'est propre. Franchement, j'utilise tous les jours. Non, je déconne. J'utilise régulièrement, ça marque, OK? Et on en avait parlé aussi avec les tapis de marche. On s'est rendu compte que, 3-4 marques de tapis de marche étaient en fait Xiaomi derrière. Bon, c'est très, très, très chinois d'avoir des marques gigantesques qui en fait sont des ombrelles pour des centaines et des centaines de marques. Hem, pourquoi je vous parle de ce tournevis? Parce qu'il y a un excellent article dans Le Monde qui parle de la designeuse de ce tournevis, en fait. C'est hyper bien et en fait, c'est un article ici, que je vous conseille de lire qui est une enquête sur les gens qui sont derrière les marques Otto et les marques Fantic. Donc Otto, pour Home Tool et qui a donc designé aussi ce tournevis sous la marque Wiha ou sous la marque Xiaomi et Fantic qui est une autre marque qui est concurrente à Otto et vous imaginez bien que c'est des marques chinoises donc elles se tirent la bourre avec, en se copiant les unes les autres et en sortant beaucoup, beaucoup de produits. Fantic notamment sort des centaines de produits et c'est hyper intéressant parce que Otto n'est pas très connu en Europe. En Europe, vous connaissez leurs produits sous la marque Xiaomi ou Wiha. En Chine, ils sont très connus et Fantic, c'est une marque qui, elle, vise clairement le marché nord-américain et qui a notamment un budget, influenceur TikTok qui est absolument délirant, délirant, délirant. J'ai une petite demande, attendez 2 secondes. Il y a Funk Herbie qui sort du lurk, bienvenue à toi dans le chat, qui dit: «J'ai les 2 à la maison, c'est laissé hyper par le design, mood rétro, le son est juste horrible, ingérable et affreux». Eh ben, merci Funk Herbie, merci de m'avoir empêché de mal dépenser de l'argent aujourd'hui, je n'achèterai pas les lampes IKEA. Merci d'avoir, merci d'avoir un petit peu, comment dire, sauvé 60 balles. Au moins c'est réglé. Si une enceinte, aussi jolie soit-elle, c'est une mauvaise enceinte, bon, il y a pas trop d'intérêt. Et donc on apprend beaucoup, 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 beaucoup de choses, là-dessus, sur notamment la designeuse.
Donc à la base, la designeuse en fait, elle est, très, très connue. Elle bosse pour une boîte qui s'appelle iMonkey et j'apprends, notamment que du coup, elle a même remporté des prix, Red Dot Awards avec des coupes-ongles. Le coupe-ongle, il est magnifique. Bref. Donc cette designeuse s'appelle, Lidan Liu. En fait, à force d'être consultante et de designer des produits pour d'autres personnes, eh bien, elle a décidé de monter sa marque et elle savait pas ce qu'elle voulait designer. Elle a regardé un peu et elle s'est rendue compte que le monde des outillages était souvent, très, très peu novateur, avec un design qui était très ancien, très masculin, très pro et elle, elle voulait faire des outils qui soient efficaces, OK, mais, avec un design qui soit, plus beau et donc qui soit plus fait pour le grand public et donc elle a appelé sa marque Hoto pour Home Tool. Et elle a sorti, ses premières études. Elle a contacté un de ses anciens employeurs qui était Xiaomi. Elle a été incubée chez Xiaomi. Ils ont sorti leur premier tournevis. Xiaomi pensait qu'ils allaient en vendre très peu. Ils en ont commandé 5 000 des tournevis. Ils les ont tous vendus en 7 secondes et depuis, Otto a vendu des millions et des millions d'outils. Ils ont sorti des aspirateurs, des expulseurs d'air, des découpeuses, des disqueuses, tout. Et en face, ce qui est marrant, c'est qu'une marque concurrente s'est créée, elle s'appelle Fantic et Fantic, en fait, est le concurrent direct de Otto, mais avec des stratégies très, très différentes. Sachant que les 2 se tirent grave la bourre sur le design et la mise à jour de leurs produits, quoi. Voilà. Et oui, Red Punk Fantic, ils sponsorisent énormément de sports nord-américains, notamment le basket et le NASCAR, là où Otto, ne sponsorise pas parce que voilà, Otto est vraiment branché marché chinois et vous retrouvez leurs produits sous d'autres marques ici en Europe et aux États-Unis. Fantic sont sous leur propre nom, voilà. Et donc c'est super intéressant, de voir comment aussi l'innovation fonctionne en Chine. Ça, c'est super intéressant. C'est aussi un système qui permet de voir aussi comment, des marques renaissent sous d'autres marques. Il y a aussi, donc dans cet article, on revient sur le cas de Aukey qui était en train de s'imposer comme le nouveau Anker. Donc Aukey vendait des câbles USB, des chargeurs, ils étaient en train de tout péter. Ils ont été pris dans le scandale des fausses reviews Amazon qui, on va pas se mentir, touchent quasiment toutes les marques sur Amazon. Ils ont été bannis, d'Amazon et sont revenus sous d'autres marques et cetera. Mais bon, donc l'article est hyper intéressant parce que l'article, il raconte comment, une designeuse chinoise, a cartonné avec des très, très bons produits. Il raconte aussi comment les marques chinoises, gèrent leur marketing via principalement TikTok et via des influenceurs TikTok qui génèrent des ventes complètement délirantes. Et encore une fois, moi, je déteste l'argent. Vous le savez, on va faire un Black Friday, je ne veux pas faire un seul lien affilié. Mais là, on parle de gens qui font des vidéos TikTok de quelques secondes qui leur génèrent plusieurs dizaines de milliers de dollars, avec des taux de transformation entre 0,5 et 1 et toucher entre 3 et 5 dollars dessus. Les vidéos sont vues 8 millions de fois, vous faites le calcul. C'est assez ouf, assez ouf. Bref. Donc, très cool, je trouve, comme article. N'hésitez pas à aller le voir. C'est de la très bonne culture générale sur, le design industriel, sur le marketing, sur comment on peut réinventer ou pas des objets, et le parcours de cette femme est assez impressionnant et je vous retrouve un peu regardez le coupon qu'elle a créé. Il est pas trop beau son coupe-ongle? Ça, c'est le premier coupon qu'elle a fait avec son cabinet iMonkey. Elle en a fait un deuxième qui est là, qui est encore plus beau. Franchement, si je pouvais le trouver, je l'achète direct. J'adore. Voilà, je vous ai mis l'article en lien dans le chat normalement. Non, je ne l'ai pas mis encore, hein. Je vous le mets en lien dans le chat. Vous le retrouvez sur mon Discord, effectivement, mais c'est super intéressant, là-dessus. Comment ça, ça coupe? En fait, là, il est repli le coupon que j'imagine, donc j'imagine que si vous le déployez, il coupe. Il est pas trop beau le coupon franchement? Franchement, le coupon en rouge là ou en gris anodisé, j'achète 100. Je vous spoil d'avance, j'ai cliqué sur le site de iMonkey.com.cn, le site ne marchait pas. Donc voilà. Donc c'est elle qui est derrière tous ces designs et donc c'est elle qui est aussi derrière ce fameux tournevis qui a tellement cartonné ces dernières années parce que, bah, on va pas se mentir, même moi j'ai trouvé que, heu, le petit coffret en métal avec le ressort pour l'ouvrir, très compact, bien rangé, tout est aimanté, le design est propre, ça marche bien. Bah, je fais partie de gens qui sont justement pas très branchés outillage et qui me suis dit: «Waouh, le design est vraiment cool, c'est bien foutu» et franchement c'est très bien foutu et donc j'aime bien beaucoup la patte donc de cette designeuse, voilà. Et donc iMonkey, pour les gens qui ne savent pas, c'était je crois son ancienne boîte de consulting en fait un peu pour faire des produits pour les autres. C'est quoi déjà la référence du tournevis? Le tournevis en fait si vous allez en France, alors pareil,
lien non affilié, hein, parce qu'on déteste l'argent ici, hein, mais je pense que j'en ferai beaucoup. Si vous allez sur Xiaomi, ici, ils ont le fameux tournevis. Smart home peut-être, appareil de cuisson, aspirateur, traitement de l'eau, hem, je sais même pas aussi, ils ont trop de trucs. Éclairage intérieur, aspirateur, traitement de l'air, non, lifestyle, extérieur, bureau. D'ailleurs, il va falloir que vous m'aidiez, je cherche un switch Wi-Fi que je n'arrive pas à trouver. Outils, tournevis. On peut commander Auto en France aussi, tout à fait Groufi. Je vous dis juste que Auto n'est pas, Auto est plus focalisé sur la Chine que sur l'Occident, là où Fantic est plus, focalisé sur l'Occident que sur la Chine. Donc vous voyez ici ici vous avez la version, comment dire? Électrique que j'ai achetée. Je l'ai acheté moi en dessous des 20 balles, donc on peut la trouver mais je vous la mets en référence ici dans le chat. Voilà, c'est celle que j'ai achetée, ça marche hyper bien. Enfin, encore une fois, j'avais lu tellement d'avis dessus que je sais que ça marche bien. Très cool, c'est très propre, le matos c'est propre, c'est cool et voilà. J'ai réparé mes lunettes, qui sont dévissées pas plus tard qu'hier soir. J'ai pas de manche et là, c'est la version non électrique si je ne m'abuse. Si vous voulez avoir un tournevis plus fin, plus compact, voilà, très bonne finition. Encore une fois, si j'avais pas acheté le tournevis, Linus Tech Tips, qui est aussi un fidget toy, je pense que j'aurais complètement acheté celui-là parce que pareil, je trouve que le tournevis est hyper clean, il fait bien son taf, voilà. C'est pas comme si la Chine ne savait pas designer et produire des outils de qualité et voilà, donc attendez les promos, souvent ça pop en promo, comment dire? Sur Amazon, sur le site de Xiaomi, quoi. Vous pouvez le choper à 26 € sur AliExpress avec un coupon. Ouais, ça arrive. Est-ce que tu peux régler la force de vissage? Ouais, Very Bad Fish, tu as deux positions. Je sais plus combien de newton-mètres c'est, mais en gros, tu as une position, si on le voit ici, ça, je suis un influenceur TikTok. Tu as une position 1, neutre et 2. Voilà, donc tu tournes là. Voilà. Et après, tu appuies. C'est tout. Vraiment, c'est tout simple, quoi. ASMR électricité. Je l'ai rechargé qu'une seule fois depuis que je l'ai acheté je l'ai acheté il y a combien de temps? Il y a 1 an et demi maintenant? J'ai rechargé qu'une seule fois. Ça prouve aussi à quel point je suis un énorme bricoleur. Mais voilà, ça marche. Ça sent bien quali. Ouais, ouais, c'est quali, encore une fois, c'est quali. Si vous êtes un professionnel, de toute façon, je pense que vous n'achetez pas des petits tournevis électriques, mais pour de l'usage à la maison, même la qualité des embouts et tout, parce que des fois, il y a des embouts qui sont un peu tendres, on va dire. La qualité des embouts, elle est impeccable. Et en plus, c'est standard. Donc évidemment, si je prends un embout de chez Xiaomi, je le mets dans mon tournevis, Linus Tech Tips et c'est évidemment standard, donc très simple. Pas de lumière, c'est non pour moi des Silverhand. Alors oui, il y a une version qui est sortie avec la lumière en plus, c'est vrai. J'avoue que j'en ai pas trop besoin, mais effectivement, il y a des tournevis électriques avec des lumières intégrées pour bien voir là où vous visez. Oui, ça existe. Tout ça pour vous dire que je vous dis pas que on n'a pas encore lancé le téléachat du Black Friday, mais l'article est vraiment chouette. L'article est vraiment chouette et il m'a notamment fait aussi découvrir des outils que je voulais acheter du coup, évidemment, notamment ce petit, set d'outils, qui a l'air d'être très cool de chez Otto là. Voilà, ici là, le set d'outils complet qui a l'air d'être bien propre avec, vous voyez, la petite visseuse électrique, clé à molette, pince-câble et cetera. Ça a l'air d'être très, très, très nickel. Et ouais, comment ça se tire la bourre un peu sur, ce côté, design, minimaliste, truc un peu propre. Mais personnellement, je préfère largement Otto que Fantic parce que j'aime bien le côté monochrome de Otto par rapport au côté un peu jaune de Fantic. J'avoue que pour l'outillage, c'est toujours bien d'avoir aussi des couleurs vives pour mieux trouver ses outils et cetera, mais voilà, design à droite me paraît plus clean. Promo FlexiSpot demain, dit coach Carlar. Tout à fait, j'ai déjà mon code. D'ailleurs, j'ai changé d'avis sur le bureau que je voulais acheter. Telashua, ah pas mal Geekatory. D'ailleurs et donc j'ai même pas été sur le site de Otto. Otto. Elles ont même pas de site en France. OK, bah, j'imagine qu'on passe par Amazon et compagnie. Alors, juste maintenant, rapidement, je voulais passer sur deux-trois petites choses pour la team Android parce que, fuck, ça fait chier, hein, de parler du succès indécent de chez Apple. Avec, 3 softs intéressants pour vous. Je parle assez peu de software en ce moment et de nouveaux softs et de nouvelles apps.
Écoutez, j'avais mis des news de côté, j'ai vu que MKBHD a fait une petite vidéo sur les applications qu'il utilisait, ça m'a un peu inspiré et je me suis rappelé qu'il y a des choses qui étaient cool qui sortaient. Voilà. On peut pas lâcher un changer d'avis sur le bureau sans une info d'ici l'Eden Hill. Je vous en parle après peut-être si on a le temps. 1er point, Comet. Donc le navigateur de Perplexity est désormais disponible sur Android. Voilà, je vous avoue que c'est quelque chose que j'attendais parce que j'utilise un peu Comet en ce moment, sur macOS et sur Windows. C'est assez impressionnant, ça marche plutôt bien. Vous savez que je teste, 2 navigateurs d'IA, donc Dia et Comet. Comet, c'est Perplexity et Dia, c'est les gens qui étaient derrière, Brave et c'est pas mal et donc voilà, Comet est disponible désormais sur, Google Play. Je l'ai téléchargé, j'ai pas eu le temps encore de l'utiliser un petit peu. Mais voilà, si vous êtes des gens qui utilisaient Perplexity, pourquoi pas? Derrière Arc, pas Brave. Oui, pardon, c'est derrière Arc, je suis désolé. C'est vrai, c'est derrière Arc. Bref, c'est un autre projet. C'est derrière Arc, puisque Arc a été abandonné, pour Dia et que les gens qui étaient nostalgiques de Arc, désormais utilisent Zen et j'utilise moi-même Zen browser, j'utilise là ici. D'ailleurs, c'est grâce à vous, c'est vous qui m'avez fait découvrir, ce navigateur. Voilà. Est-ce que les gens derrière Perplexity ne sont pas détestables? Je ne sais pas du tout. Est-ce que les gens qui sont à fond dans l'IA actuellement ne sont pas des gens un peu détestables? Je ne sais pas. Autre point intéressant, si vous faites de la vidéo avec vos smartphones, l'application de Blackmagic est désormais disponible sur Android aussi. Voilà. Pour les gens qui l'ont testé sur iOS, c'est un gros carton. Encore une fois, Blackmagic, les good guys, puisque leur navigateur, enfin leur application a été gratuite et a donné plein de fonctionnalités avancées, pour tourner de la vidéo, que ce soit pour tourner depuis votre téléphone ou pour faire du monitoring sur votre téléphone. Donc ça, c'est plutôt cool et malheureusement, comme d'habitude, le monde Android était toujours laissé un petit peu à la traîne derrière. C'est désormais chose réparée. Donc voilà, si vous êtes un peu sérieux sur la création de contenu via votre mobile ou à l'aide de votre mobile, c'est une application qui a été très bien reçue. Beaucoup d'options, beaucoup de ponts avec l'écosystème Blackmagic évidemment derrière et donc c'est disponible. Je vous ai mis le lien aussi dans le chat et donc sur le Discord, c'est gratuit. Et le dernier point que je trouve hyper intéressant, parce qu'il faut quand même qu'on revienne à Apple tôt ou tard, c'est que Google a fièrement annoncé que désormais les Google Pixel sont compatibles avec AirDrop. Yes! Alors genre, pour les gens qui connaissent pas AirDrop, c'est une fonctionnalité qui a été mise en place il y a des années par Apple, qui est très pratique pour s'envoyer rapidement des données et des fichiers avec des personnes à proximité. Ça marche trop bien. J'ai jamais trouvé d'équivalent dans le monde Android parce qu'entre les différentes marques Android, il n'y avait pas un système pour échanger vite fait des photos, des vidéos sans compression, des contacts, et cetera. AirDrop, l'interface pour partager aux gens, pour savoir, ça marche trop bien. Et donc là, vous voyez que, eh bien, pour l'instant, les gens qui ont des Pixel 10, alors j'ai pas eu le temps de tester moi-même, mais les gens qui ont des Pixel 10 vont pouvoir, partager, eh bien, des fichiers avec le AirDrop d'Apple. Donc ça, c'est très cool. J'attends bien sûr un jour d'avoir un équivalent Android, qui marche sur tous les Android au niveau de l'OS, de partage de fichiers aussi bien foutu. En attendant, écoutez, j'ai envie de dire plutôt une bonne nouvelle, sachant que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, ont des Android et traînent avec des gens qui ont des iPhones, et inversement et c'est toujours très chiant pour partager des fichiers, quoi, voilà. Là, c'est désormais possible. Je dis bravo. Je dis bravo. Attendez 2 secondes. Donc voilà pour ce qui était hardware et software. On va aller un petit peu sur les réseaux sociaux. KimStream dit QuickShare existe déjà depuis des années sur tous les Android. Ouais, mais par exemple, QuickShare, pour moi, c'était jamais la même interface entre différents téléphones Android et j'arrivais jamais en fait à dire à une personne: «Je vais t'envoyer un truc» et en fait la personne, disait: «Je vais le recevoir». Donc je crois que QuickShare, je l'utilisais facilement avec un téléphone Samsung, mais une autre personne ne pouvait pas voir. Enfin,
C'était vraiment en galère. Wilson Nunn qui dans sa nouvelle vidéo, MKBHD par une nouvelle app qui fait ça sur tous les appareils. Tout à fait. C'est aussi pour ça que comme je vous disais en début de cette news, c'est la vidéo de MKBHD qui m'a poussé à pousser ces news que j'avais en stock depuis quelques temps parce que le Quick Share s'était annoncé, vous voyez, il y a une semaine, Comet c'était il y a une semaine et l'application Black Magic c'était il y a une semaine. Effectivement, c'est sa vidéo sur ses applications iPhone et Android qui m'a donné envie de faire un petit point news software parce qu'en fait, je fais de moins en moins de nouveautés sur ce qui se passe d'un point de vue application, quoi. La dernière fois qu'on en a parlé, c'était Affinity, je crois. Est-ce que c'est dit que Apple Intelligence associera avec Gemini et Shockwaves? Je pense pas. Je pense pas. Et MacMammoth Blip, c'est justement, je crois, l'application qui est mise en valeur par MKBHD. Mais vous voyez, encore une fois, le Blip, notamment, n'est pas une fonctionnalité de série. Alors que, vous voyez, AirDrop, de base, les gens, en fait, quand ils ont un iPhone, ils ont AirDrop. Il n'y a pas à dire, hey, t'as téléchargé AirDrop pour que je puisse te airdropper des fichiers. Blip, il faut le télécharger. Je crois que QuickShare est de série, notamment moi sur les téléphones Samsung. Mais voilà. Et moi, le problème que j'ai, c'est que avec tous les téléphones Android que j'ai testés et les gens à qui j'essaie de communiquer des fois, j'ai jamais trouvé un moyen universel et sans prise de tête pour se partager des fichiers à proximité rapidement, sans compression. Donc oui, il existe des applications qui ont tenté hem, de régler le problème et encore une fois, la technologie d'AirDrop, elle est pas compliquée, hein. C'est juste que c'est jamais simple, en fait, c'est jamais de série. C'est ça qui est un peu embêtant. Et voilà, ce que dit Kimi Stream, c'est le problème, c'est que souvent les constructeurs ajoutent leur propre solution en plus du Quick Share universel d'Android. Ouais, ouais, c'est pas clair. C'est pas clair. Et donc voilà. Comme je vous le dis, c'est pas la question de savoir si une app peut le faire ou pas, c'est simple à faire. La question, c'est est-ce que tu peux juste, avec des gens autour de toi, le faire simplement? Non, non. Pas plus tard que là, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de réunions familiales. C'est compliqué de partager des fichiers avec des gens sous Android et moi qui suis sous Android, la plupart des gens ne savent pas, en fait, comment partager des fichiers. Alors que sur AirDrop, la plupart des gens qui ont un iPhone savent ce qu'est AirDrop, quoi. C'est vraiment faut vraiment que ce soit, intégré de base à l'OS pour que ce soit utilisé facilement des Schnack. C'est ce que je vous dis. AirDrop, c'est de base dans iOS, c'est de base, tu l'as, ça marche et voilà, tu te prends pas la tête. Ça devrait être le cas d'avoir un truc qui est simple, clair et qui est mis en avant, et qui est pas, parasité par d'autres applications, des constructeurs aussi. WhatsApp qui dit: «Ah oui, obligé d'envoyer sur le WhatsApp de la famille». Bah oui, en fait, moi, la plupart du temps, maintenant, quand on fait des réunions de famille, comme j'ai des gens sur Android et des gens sur iPhone, le plus simple, c'est de s'envoyer des fichiers via WhatsApp. Mais on sait très bien que WhatsApp compresse les fichiers et moi, personnellement, ça me stresse énormément. Voilà quoi. Donc c'est chiant, voilà. Mais bonne nouvelle pour les pixels, on va dire si, s'ils commencent à intégrer, comment dire, AirDrop. Moi, ça me permettrait déjà de réexister auprès de mon entourage en iPhone avec qui je ne peux plus communiquer parce que ils s'envoient des trucs sur AirDrop et pas moi, quoi. Donc voilà les 3 bonnes news, j'ai envie de dire d'un point de vue purement app pour Android. Comet arrive sur Android, l'application Blackmagic Design arrive sur Android et le, Quick Share, est désormais compatible avec AirDrop. Voilà, ça c'est cool. Salut Warzeo! Putain Warzeo, on s'est pas vu à la PHW parce que j'y suis pas allé. Ça fait désormais plus d'un an que les souris de Warzeo sont en otage chez moi. Je sais pas comment je peux te faire un cadeau Warzeo pour me faire pardonner. Sache que quand je te renverrai tes souris Warzeo, il y aura sûrement un cadeau avec. Si en échange, tu veux bien m'envoyer une, Lenovo Legion Go Tab, 2025. Merci d'avance. Allez, on va enchaîner maintenant. Alors, vous voyez que ma revue de presse, je vais un peu plus vite que d'habitude. J'ai sélectionné un peu moins de news que d'habitude parce que je sais qu'il y a une rubrique shopping qui va arriver. Aura-t-on des Lenovo Legion Go S pas cher? S? Demandez à Warzeo dans le chat, bien sûr. On va passer, alors un petit point très rapidement. Je voulais parler des fameux formats verticaux des microdramas. J'ai pas trop le temps d'en parler. Peut-être qu'on en parlera dans WeChat la semaine prochaine, mais bon, bref. Heu, 2 points 2 points culture, on va dire et YouTube et youtubeurs. Je vous les mets là. Attendez 2 secondes. Tac et là, merci Lamua, tu très lent. Donc, premier point.
Est-ce que j'ai découvert la dernière tablette graphique, Wacom Autumn sous Android? J'en ai parlé, mais elle a été annoncée il y a un petit bout de temps. Alors, premier point, pour les gens qui ne la connaissent pas, Charlotte Vautier, excellente journaliste qui a bossé notamment chez Click et 301 vues, qui s'est lancée en indépendant. Je vous en avais parlé il y a quelques temps dans WeChat notamment, parce qu'elle a sorti la fameuse vidéo sur les SDF de Roissy-Charles de Gaulle, de l'aéroport sur Roissy-Charles de Gaulle, qui avait tout pété en termes d'enquête. Sachez qu'elle a sorti une nouvelle vidéo trop, trop bien et très feel good par En ce rapport à moment, ses sont autres plein de vidéos pêcheurs dans. sur la communauté des street pêcheurs, notamment à Paris. Enfin, c'est hyper sympa, et j'adore les vidéos où le sujet ne m'intéresse pas spécialement, mais quand il est bien traité, il donne vachement d'intérêt. Voilà. Donc elle a été voir plein de gars et notamment une J'ai pas jeune tout entendu. génération qui est passionnée de pêche, qui fait pas trop de mal, évidemment aux poissons. C'est franchement, c'est hyper enthousiasmant sur cette communauté, qui s'entraide de ouf. Il y a Dr Nozman qui est fan de pêche. Allez voir, franchement, la j'adore, encore une fois, quand je tombe sur des vidéos dont le sujet ne m'intéresse pas ou j'y connais rien et je suis complètement hooké par la vidéo et voilà et par rapport à ces autres sujets, donc notamment, Miami, les inondations, les SDF, les TDS sur OnlyFans, celle-là, elle est assez légère et ce qui est bien aussi, c'est qu'on sent que Charlotte, elle va pas chercher le sensationnalisme ou le côté trash parce qu'il en faut et que là, juste, en fait, c'est une communauté qui est globalement hyper feel good, hyper sympa et c'est tout et en fait, elle les rencontre et puis elle va pêcher avec eux, elle assiste à des compétitions, elle apprend des termes et il y a de la pêche dans Paris et les gens sont en train de réintroduire plusieurs poissons dans Paris et on peut pêcher des strums de 2 mètres dans Paris, c'est assez fou, quoi. Donc vraiment sympa et il y a Dr Nozman qui apparaît dedans, en featuring. Donc ça, c'est la 1re vidéo, je vous l'ai mis en lien, hem, c'est OK Charlotte, allez la suivre. On discute un peu avec Charlotte, peut-être pour qu'elle passe un jour dans un WeChat, pour justement qu'on parle de ses vidéos et de son taf, mais bon bref, voilà. Autre personne que vous je pense vous connaissez un peu mieux que Charlotte Vautier, c'est évidemment Augustin aka The Great Review. Alors, je n'ai pas encore fini la vidéo, Quand vous mais voulez tester. évidemment, il a sorti la vidéo qui a beaucoup fait réagir, la fameuse arlésienne de The Great Review, sa vidéo sur les jeux de baston et la communauté des jeux de baston, la FGC. Vidéo qui a été commencée en 2022-2023, je crois qu'il en parlait dès 2023. Il a mis un temps de ouf pour la sortir et il l'a finalement sorti, eh bien, ce week-end, le 22 novembre, je crois. Et et j'ai pas fini la vidéo. J'ai vu que TPK et Ken Bogard avaient déjà réacté à la vidéo. J'ai vu que énormément de gens, notamment dans les commentaires, disent: «C'est une masterclass». La vidéo fait 1 h 40 et c'est pas un storytelling, parce que je vous rappelle qu'en général, Augustin est spécialisé dans le storytelling de un jeu ou une personne. Là, il revient sur 40 ans de FGC, donc avec plein d'histoires imbriquées les unes dans les autres, donc c'est une vidéo qui est beaucoup plus longue. Elle fait 1 h 40 la vidéo et pourtant, je peux pas mieux vous la vendre que les commentaires, encore une fois, de la vidéo et c'est pas des commentaires qui vont dire: «Masterclass, j'adore». C'est vraiment des gens qui disent là, c'est la première fois que vraiment j'ai cliqué parce que c'est toi, parce que le sujet, à la base, je m'en fous. Je crois qu'Augustin, dans un de ses streams, il a dit: «Je sais que c'est une vidéo qui va faire moins de vues parce que je raconte plein d'histoires et pas une seule. Le titre est moins vendeur, la vignette est moins vendeuse, le jeu de baston, c'est moins vendeur». Il ne fait que 880 000 vues en 4 jours, j'ai envie de dire, mais il paraît que enfin, il paraît, moi j'ai commencé à la regarder, j'en suis qu'à l'historique de Street Fighter pour l'instant. Il paraît que c'est dingo, mais apparemment, c'est génial, voilà. J'étais en train de me la mater avant de commencer ce stream. J'aurais pu commencer le stream pour une fois avant 13h30. Je vous avoue que j'ai passé un peu de temps à commencer à regarder la vidéo, et c'est très cool. C'est vraiment très, très cool. Il y a des moments de fou, il y a de l'Evo, il y a du, Arslan H, il y a un peu de tout dedans, voilà et puis avec évidemment le style qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais je pense que la plupart des gens l'adorent d'Augustin et sa manière de faire du storytelling et de mettre de l'émotion. Et ce qui est drôle aussi, c'est que on voit que c'est une vidéo qui est compliquée à faire pour lui parce que il y a des plans où c'est pas le même décor et c'est pas le même Augustin. Vous voyez, on sent que il s'est passé des choses plusieurs mois entre le début des prises de vue et les fins, quoi. Voilà, c'est donc j'ai envie de dire, Gwyneth qui dit: «La vidéo m'a envie de jouer à Street Fighter et faire, chialer que j'ai jamais touché à un jeu, que je pue à ce genre de jeu». Ouais, c'est un style de jeu qui est difficile à prendre en main. Mais, encore une fois, je dis bravo à des créateurs de contenu, heu, comme Augustin ou ici comme Charlotte, pour faire des sujets qui paraissent peut-être un peu moins vendeurs,
Parce qu'on va pas se mentir, Charlotte, entre sa vidéo sur, OnlyFans et les pêcheurs, elle sait très bien qu'il y a une vidéo qui va mieux marcher que l'autre, de par le sujet. Augustin, entre, ses vidéos sur, Faker ou Zelda et des vidéos sur les jeux de baston, il sait très bien. Mais ce qui est cool, c'est de voir qu'il y a des gens qui continuent à faire des vidéos aussi ambitieuses, dont ils et elles savent pertinemment qu'elles vont quand même moins marcher en termes de pure vue que leurs, vidéos précédentes qui ont été des hits, mais qui les font quand même. Et notamment, spécialement pour Augustin, sachant que c'est sa vidéo la plus longue et la plus compliquée, à accoucher de sa chaîne. Bravo. Est-ce que j'ai vu la vidéo sur les Rox Tiger? La plus belle équipe de League of Legends de Suzanne? Je l'avais commencé, je l'ai pas fini. Donc, heu, donc voilà, bravo. Et j'ai pas eu le temps d'aller voir effectivement le react en 2 parties de Ken Bogard, le react de TPK, heu, mais déjà il faut que je me coltine la vidéo, quoi. Donc ça, c'est cool. Et puis, la dernière vidéo dont je voudrais vous parler, alors j'ai découvert il y a quelques minutes avant de prendre le stream, mais j'ai immédiatement kiffé de ouf. De ouf, puisque je vais vous mettre sa vidéo. C'est une créatrice de contenu qui s'appelle Switch Girl. Donc c'est le Ziwok dans le chat, merci à toi pour la reco. Et donc c'est une artiste développeuse qui vient de débuter sur Twitch, mais qui crée du contenu depuis longtemps sur Instagram, si j'ai bien vu ses réseaux sociaux, et qui crée de la musique en faisant du code. Et c'est tripant de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Je vous en mets un petit extrait ici, quoi. Je comprends même pas comment on peut visualiser la musique comme ça, les gens, hein. Je sais est-ce qu'elle utilise juste un bloc-notes avec du code pour, je comprends même pas, hein, les gens. Je voudrais savoir, pour les spécialistes de la musique et du code, par quoi elle passe pour composer avec des lignes de code, c'est ça? Wenya qui dit: «J'ai commencé à m'y mettre depuis quelques mois grâce à elle et d'autres, c'est une drogue». Et Gant qui dit: «Avec Strudel, c'est relativement simple. Si tu prends un peu le temps d'apprendre, d'expérimenter, ça donne des trucs super cool». Strudel. OK. Merci Jean, je découvre du coup strudel.cc. Oh putain, c'est ouf. Alors déjà je sais plus comment ça s'appelle les logiciels de MAO, qui étaient sur Game Boy là, et qui te font lire la musique à la verticale. Je trouve ça un peu tripant déjà, mais alors là, on a un level. Bodroir qui dit: «J'ai montré la vidéo à un pote DJ, il était pas impressionné, il me dit que c'est plus compliqué de faire des lignes de code que d'utiliser un séquenceur». Ouais, mais justement, c'est pas un séquenceur. Allez, Trackers, voilà. J'hallucine. Voilà, moi, en tant que complètement néophyte à ce genre de choses, vraiment pour moi, c'est la matrice. Vraiment, c'est la matrice. C'est de voir comment une personne, elle peut voir la musique à travers tout ça. Effectivement, même par rapport aux trackers, pour moi, autant les trackers, j'ai compris le langage visuel, la syntaxe visuelle d'un tracker avec le défilement vertical, la note, les effets, et cetera. Je comprends. Autant là, je suis là genre: «Waouh!» Warzeo, merci pour la news, on en parlera après, mais news importante. Sixela nous dit: «Apparemment, il y a toute une comique qui s'appelle l'Algorave». Waouh! Je trouve ça fou, je trouve ça fou. Jack nous dit: «Il y a DJ Dave, il fait des concerts qui ramènent pas mal de monde». Gus Tucru qui nous dit: «Il y a Sonic Pi c'est pour les fans de Ruby». Ruby, c'est pas un framework genre, souvent quand j'entends des CV de développeurs, il y a marqué Ruby, React, React on Rails et Angular, non? Bon, bah, j'y connais rien. Donc l'Algorave, c'est un vortex certifié. Bah, j'ai envie de googler Algorave, les gens, je suis parti dans un délire là. Algorave. OK, OK, OK. Tsugi, l'Algorave, la musique en ligne de code. Ah donc c'est ça. L'Algorave, c'est le monde fou, le live coding, se transforme en musique. Depuis début des années 2010, ça soit hors norme, ça dans des hangars, des salles de concert. Aujourd'hui reconnu sur les grandes scènes, les teufs s'installent dans la programmation festivals comme les nuits sonores. D'accord, waouh, je découvre. Ça paraît très logique encore une fois, tellement que la musique c'est algorithmique, hein, j'ai envie de dire, mais c'est This is like the phrase. And then moving.
C'est hypnotique. C'est hypnotique. C'est bien parce qu'après, dans la partie jeux vidéo, on va parler de Luminous Rise. Donc voilà. Il y a des soirées live coding au Sucre à Lyon. Très bien. Day909 qui dit j'avais organisé des workshops à Amsterdam. Super content que ça prenne un peu ici en France. Tu parles de l'algorithme Day909 parce que moi je trouve ça incroyable ce que je découvre là. Ah, trop bien Day909. J'adore à chaque fois qu'on part dans des sujets ultra pointus et qu'il y a des gens que moi je découvre, il y a des gens qui disent bah moi c'est ma vie. C'est JavaScript avec une bibliothèque d'opérateurs d'Iveritex. Parce que j'ai l'impression que des fois, elle a des lignes de code en mode berlin.fast. J'ai l'impression que ça doit être genre déjà, je sais pas, peut-être un style de musique ou un nombre de BPM. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des, je sais pas comment on dit, des commandes ou des valeurs, des values qui sont déjà customisées pour ça. Bon, moi je trouve ça enivrant. Je trouve ça enivrant. Bref, voilà, je follow Switch Angel. J'ai envie de voir un peu ses streams et de voir ce que ça vaut, mais c'est vrai que ça me fait triper de ouf. Franchement, ça me fait triper de ouf. Je ferme toutes mes news. Et notamment, voilà, ma petite lampe Ikea. Merci de m'avoir dit que c'était de la merde. Et évidemment, ma petite transition entre l'algorithme et le jeu vidéo, elle est évidemment toute faite, puisque on va pouvoir parler directement de Luminous Arise qui est sorti. Alors là, j'ai toute une liste de jeux, justement. Je suis parti un peu là-dessus du coup ce matin en découvrant Switch Angel grâce à Lazy Walk. J'avais toute une liste de jeux que j'aimais bien et qui sont justement des jeux basés un peu sur le côté un peu tripant musique, donc je vais vous les montrer dans la foulée, quoi. Hop, donc évidemment, sortie de Luminous Rise, donc je vous rappelle, Luminous Rise, pensez à Lumines, le jeu de Tetsuya Mizuguchi, avec le traitement de Tetris Effect, qui a été fait par son équipe Enhance notamment. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Luminous Rise, je vais vous montrer un peu plus grand ici, voilà. Luminous Rise, c'est un puzzle game basé sur la musique, littéralement basé sur la musique, puisque là, la vie de ce jeu, c'est la musique. Et vous voyez ici que la ligne verticale qui passe de gauche à droite, c'est comme le métronome et le BPM. Donc, en fait, dès que vous atteignez les 4 mesures à droite de l'écran, elle repasse à gauche de l'écran. Qu'est-ce que vous faites en attendant? Vous déposez des briques qui sont toujours de 2 couleurs, de 2 symboles différents. Vous faites les plus grosses zones ou les plus longues lignes possibles. Et tant que la ligne n'est pas arrivée, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dès que la ligne arrive, elle valide ce qu'elle voit, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en gros, votre ligne, elle passe. En attendant, vous imbriquez des trucs, faites des gros sorts, mais dès que la ligne, elle passe, bam, elle fait tomber des trucs, elle fait tout tomber, vous faites des combos. Donc, c'est un système de jeu qui était hyper bien. Lumines a connu différentes versions. Mais là, ce qui est trop bien, c'est que, évidemment, depuis Tetris Effect, qui a été un grand succès, critique et commercial, Enhance s'est dit, on va faire Lumines Effect, quoi, en gros. Donc, ils ont fait pareil. Le système de jeu de Lumines n'a pas trop changé. On continue de créer les plus gros blocs et les plus longues trajectoires de fil avant que la fameuse ligne de musique passe. On voit tout péter, mais évidemment, maintenant, il y a tout le traitement visuel qui fait que c'est ultra trippant. Et apparemment, le jeu est vraiment super stylé à faire en mode écouteur, voire en mode VR, parce que je pense que comme Tetris Effect, il doit être compatible avec le PSVR ou les casques de VR PC, parce que le jeu est sorti sur PlayStation et sur PC actuellement. Voilà. Donc ça donne grave envie. Ike qui dit apparemment il y a la pub Lumines qui vient d'arriver en même temps que mon stream. Écoutez, je sais pas, c'est pas une OPSP. Mais je vais clairement le choper le Luminous Rise parce qu'il donne très envie. Et de la même manière que Tetris Effect, j'ai adoré parce que j'ai toujours joué à Tetris de manière un peu compétitive, un peu vénère. Tetris Effect m'a donné envie de jouer à Tetris pour me vider l'esprit et me relaxer. Et si c'est la même chose sur Lumines, ça me ferait vraiment triper. Ruffy qui dit Lumines sur PSP est incroyable. Si je ne m'abuse, parce que je suis vieux, Lumines, premier du nom, était un jeu PSP à la base. Je crois que c'était Lumines, c'était d'abord un jeu PSP avant de sortir sur d'autres plateformes. Autre point aussi, si on reste dans... Alors, je vous ai mis le lien vers Lumines, ouais, tout à fait. Si on reste dans le côté jeu, on va dire, qui mélange un petit peu son et lumière, est-ce que vous vous rappelez de l'incroyable Thumper? Donc Thumper, c'était un jeu où on dirigeait, alors c'est dur à expliquer, hein. On dirigeait un scarabée argenté
qui se baladait dans un monde à la fois une sorte de rail de bobsleigh qui était un peu tripant, dans un monde qui était un peu inquiétant, avec une musique incroyable. Thumper, c'est une de mes meilleures expériences avec le PSVR de Sony. C'était c'était tripant et c'était hyper angoissant en même temps. C'était vraiment un rhythm game et en fait, il fallait prendre les virages au bon moment avec votre petit, scarabée qui montait à 2000 km/h et tout. Génial. Donc Thumper, très, très connu et un des jeux emblématiques du PSVR. C'est lui qui disent que c'est un jeu de 2020. C'est avant 2020 Thumper. Thumper, c'est, parce que c'est le PSVR 1 notamment. Donc Thumper, c'est 2016, 2016. Donc pour les gens qui ont jamais vu, je vous remets une petite vidéo un peu là. Est-ce qu'on a le est-ce qu'on a un peu le trailer de Thumper? Si vous n'y avez jamais joué, franchement, chopez-le, il est assez incroyable. Voilà, il est sorti à 9 ans, hein. C'était ça Thumper. Vous voyez, la musique, c'était que des sortes de longues nappes avec des percus un peu lourdes, heu et le jeu, je vous jure, c'était tripant, quoi et je prends pas de drogue. Là, c'était parmi les boss. Donc bref, pour revenir à notre sujet, Thumper était un jeu incroyable qui a pas été un grand succès commercial, mais un grand succès critique. N'hésitez pas, si vous pouvez le choper sur console ou sur PC, c'est goldé comme expérience. C'est vraiment goldé, vous mettez un bon casque et vous envoyez à fond. Un des gars qui a bossé sur Thumper a sorti son nouveau jeu, qui apparemment est très, très bien reçu aussi par la petite communauté des rhythm games, qui s'appelle Thrasher et vous allez voir Thrasher, j'ai encore plus de mal à comprendre ce que c'est, parce que j'ai l'impression que là, on joue plutôt une sorte de mille pattes chromées aussi, il faut entourer des cibles, vous allez voir. Et donc Bot Drawer, le jeu dont tu te rappelles qui s'appelle Rez, c'était justement le premier jeu qui a lancé Tetsuya Mizuguchi, l'homme qui a fait Lumines. Donc Tetsuya Mizuguchi, pour vous donner une idée, c'est Rez, Lumines, Meteos, quoi. Regardez le jeu. Donc héritier spirituel de Thumper, hein. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, j'ai l'impression qu'on dirige avec les mains ou la souris une sorte de dragon, chromé et qu'il faut entourer des cibles un peu. La musique a l'air d'être complètement ouf, ça a l'air d'être tripant au possible, hem et vous voyez, le jeu vient de sortir dans un anonymat, j'ai envie de dire plutôt total, mais de la même manière que c'est très, très dur de vendre aux gens Thumper et quand tu as joué à Thumper, tu dis: «Waouh, c'était un des jeux vidéo les plus singuliers auxquels j'ai joué», voilà, moi, en 2016, il faisait vraiment partie des jeux vidéo et qui m'avait le plus marqué et bah, du coup, ça me donne envie de surveiller, Thrasher ici, qui est, peut-être le successeur, spirituel derrière. Et on continue parce que c'est pas fini, puisque désormais, si je vous dis, musique folle avec, des balles dans tous les sens, de la lumière, du RGB dans un truc un peu minimaliste, qu'est-ce que vous me dites? Vous allez me dire: «Geometry Wars». Bon, je découvre ici, eh bien, un successeur spirituel de Geometry Wars par un des mecs qui a bossé sur Returnal, donc de chez Housemarque, donc quelqu'un qui aime quand ça pète dans tous les sens avec des boulettes dans tous les sens, voilà. Ça s'appelle Sectory et pareil, et ben, il est complètement dans ma wishlist Sectory. Regardez comme ça a l'air d'être fou. Je vous la mets en entier, hein, je vous la mets en entier bien sûr. Je kiffe.
Voilà, donc Sectory, par un des devs qui a bossé chez Housemarque. Voilà, je vous mets la page Steam ici. Donc vous voyez une sorte de Geometry Wars avec des niveaux qui changent de forme. Évidemment, si vous touchez les bords, vous êtes mort. Si j'ai bien compris, il y a, c'est un roguelike, donc on peut améliorer au fil du temps, son déplacement, ses armements et apparemment, il y a aussi une sorte de dash qui permet de dasher sur des pods, qui permet de faire des combos avec des armes. Genre, vous pouvez appeler ce qu'on appelle un strike, parce que j'ai regardé un peu comment ça se jouait et si vous arrivez à dasher, dans une certaine fenêtre de temps sur un des pods, ça recharge votre strike et si, au bout d'un moment, vous commencez à dasher dans tous les sens comme une sorte de ninja, pour tuer les ennemis et pas que pour les tirs. Pour le reste, c'est un dual stick shooter, pur jus de type Geometry Wars qui en met plein la gueule. Voilà et dans le genre aussi, bah, un peu comme Thrasher, un peu comme Luminous Rise, c'est un peu le festival, des oreilles et des yeux, quoi. Ça part dans tous les sens. Hem, j'aime bien l'idée. Ça s'appelle Sectory et apparemment c'est très, très, très sympa à jouer. Le côté bordélique un peu du début, s'efface avec le côté un peu roguelite qui permet vraiment de créer des builds, d'avoir des jouabilités plus stratégiques que ça. Mais ça a l'air d'être vraiment, vraiment très cool. Salut Mehad. Voilà et le dernier jeu dont je voulais vous parler, qui est un peu ambiance son et lumière à Chambord, il a été, annoncé au Xbox, Partners Preview de la semaine dernière qui est passé complètement inaperçu. Mais qu'est-ce qui se passe si on mélange un deck builder de type, Slay the Spire avec Vampire Survivor? Et ben, on a Vampire Crawlers par les mecs de Vampire Survivor et je suis là genre, je désire très, très fort. We're milking this bunch of pixels like there's no tomorrow. Come again to feel the magic of the average Italian countryside in a game that will change your perspective. A new adventure begins. Et donc là, on rentre dans un deck builder avec tous les effets spéciaux de Vampire Survivor. Powers kill monsters. Find treasures. Either take your time and be tactical, or play as fast as you humanly can. The outcome is always accurate. Use wilds to break the combo system and summon survivors to trigger cascades of effects. Get overpowered and plow through enemies, or carefully customize your abilities to control the unhinged chaos of Vampire Crawlers, the turbo wildcard from Vampire Survivors. Donc là, on est en train de me dire que là, les mecs de Vampire Survivor nous font un deck builder qui va péter dans tous les sens en termes de combo parce que c'est l'intérêt de Vampire Survivor, c'est clairement ça pète à l'écran parce que tu fais des builds complètement pétés. Mais je dis bravo! Mais je dis bravo! Mais le jeu, il m'est complètement passé sous le nez, en fait. Et comme j'étais un peu dans mon délire là, en voyant Luminous Rise, en regardant Sectory, Thrasher et tout, je sais même pas comment je suis tombé, mais je suis tombé au hasard. Je savais même pas que Microsoft avait fait un partner preview la semaine dernière. J'avais complètement pas regardé ça et que dedans avait été annoncé Vampire Crawlers. Mais attendez les gens, est-ce que c'est pas tout ce qu'on veut là? Non mais regardez-moi ça. On a tout le système des cartes pour un petit deck builder comme on les aime, et derrière ça pète dans tous les sens en termes de combo. Mais ça va être incroyable, non? Je vois déjà tous les petits mots-clés, les machins et tout. Oh là là, ça va être incroyable. C'est peut-être ce jeu qui va sauver Xbox, hein, puisqu'il sera évidemment Day One sur le Game Pass. Voilà. Donc très haut dans ma tier list, très très haut dans ma tier list, Vampire Crawlers 2026. Et comme ils le disent, il sortira quand les développeurs penseront qu'il sera sortable. Donc voilà. Donc on a, si vous aimez le son et lumière sans faire péter vos machines, donc on a Vampire Crawlers, on a Sectory, on a Thrasher et on a Luminous Rise qui sont un petit peu à mettre de côté pour vous, pour du bon gros jeu vidéo. Maintenant, j'ai bu beaucoup de café, il faut que j'aille chercher de l'eau, il faut que j'aille faire pipi. Je fais une micro-pause et après on parle d'autres jeux, mais des gros jeux. Voilà. Battlefield, PUBG, du Ubisoft, de la Xbox Live. Et voilà, je vous remonte le petit trailer pour le plaisir de Vampire Crawlers et j'arrive tout de suite. We're milking this bunch of pixels like there's no tomorrow. Come again to feel the magic of the average. Explore maps, level up power, find treasures.
Either take your time and be tactical, or play as fast as you humanly can. The outcome is always accurate. Use wilds to break the combo system and summon survivors to feast. Get overpowered and plow through enemies, or carefully customize your abilities to control the unhinged chaos of Vampire Crawlers, the turbo wildcard from Vampire. Là, mon eau. Hop là, j'arrive. Heureux. Je suis très content d'être aux Je peux mettre Walidia, même si évidemment, en termes de créateur de contenu, je vous le conseille hautement. Peut-être meilleur comique du moment. Alors, maintenant, on va passer à des plus gros jeux. Avec notamment, eh bien, vous allez voir des news de CD Projekt. Voilà, alors on est vraiment... alors, d'un point de vue son et lumière, c'est du costaud. Mais sachez que CD Projekt a annoncé que Cyberpunk 2077 s'était vendu à 35 millions d'exemplaires. Ce qui est à la fois beaucoup et peu, parce que Cyberpunk, c'était pour CD Projekt l'occasion de faire des ventes, j'ai envie de dire, qu'ils espéraient un peu à la GTA. Vous voyez qu'on en est très loin, 35 millions de ventes, c'est loin très loin d'un GTA, mais aussi loin d'un Red Dead Redemption, c'est même plus loin qu'un Witcher 3. Mais c'est bon. Et surtout, ils ont annoncé que Projet Orion, donc la suite de Cyberpunk 2077, qui est devenu, je vous rappelle, un très très bon RPG désormais, eh bien, avait passé le stade de la pré-prod. Donc là, il rentre en full prod. Et vous voyez ici, là, vous regardez juste les offres d'emploi. Eh ben, ça va y être pour Cyberpunk 2. Hein. Voilà, on cherche du monde là-dessus. Lead programmeur, on y va. J'imagine qu'avec toutes les connaissances accumulées sur Cyberpunk, toutes les erreurs accumulées sur Cyberpunk, l'utilisation d'un moteur 3D qui est désormais connu, qui est l'Unreal Engine, qui va être aussi le moteur de The Witcher 4, je pense que ça va aussi beaucoup simplifier peut-être les choses pour CD Projekt, et ça va rendre, surtout, j'espère, la sortie de leur jeu moins problématique et bien dès le début. Pourquoi pas? On pourra avoir un jeu qui est bien dès le début. J'ai envie d'y croire. Sachant que j'ai toujours pas fait le DLC de Cyberpunk 2, hein, mais bon. J'ai pardonné à Cyberpunk, ce qui m'a fait subir. Je pense que j'ai quand même aimé le jeu, quoi. Comme beaucoup de gens, j'arrive plus à re-rentrer dedans parce que je me suis perdu et que le jeu a été patché tellement de fois que mon perso ne fait plus aucun sens d'un point de vue build et arbre de talent. Il faudrait que je le respec. Peut-être qu'un jour on fera juste un bout de stream ensemble. Vous allez m'aider à respec mon perso parce que j'ai un perso qui est haut level mais dont le build ne fait plus aucun sens. On verra. Ouais. Incroyable le DLC. Mais ouais, j'ai envie de faire le DLC de ouf. Il paraît que c'est trop trop bien Phantom Liberty. Schnack qui dit comment on faisait à l'époque de la PS1, PS2, même des autres consoles. On sortait des jeux qui étaient plus simples et qui n'avaient pas le choix que d'être bien dès le début, effectivement. Est-ce que le prochain Cyberpunk sera sous Unreal Engine 5, dit Charles Nico? C'est quasiment sûr, non? Sachant que, enfin, peut-être même Unreal Engine 6, puisque Cyberpunk 2 est un jeu qui va sortir après Witcher 4. Witcher 4 est déjà un jeu Unreal Engine 5, et à travers Witcher 4, en fait, il y a un accord entre Epic et CD Projekt pour que justement les jeux CD Projekt soient un peu des, comment dire, des vitrines aussi de l'Unreal Engine. Donc, il y a très peu de choses que Projet Orion soit encore avec le moteur maison de CD Projekt qui, je pense, a été abandonné, quoi. Pour l'avoir refait cette année, j'ai préféré Cyberpunk son DLC à The Witcher 3. Ah bah de toute façon, moi je préfère le style de Cyberpunk, le style de jouabilité, le style d'univers et tout de Cyberpunk à Witcher. Donc voilà. Mais c'est vrai que je vous avoue que j'ai la flemme de refaire Cyberpunk de zéro. Donc je voudrais reprendre ma quête où je suis avec un perso qui est maxé, avec le fameux rendez-vous au bar pour attaquer l'arc final. Je m'étais arrêté là. Et du coup, je voulais faire le DLC avec ce perso. J'avais pas envie de reprendre un perso de zéro, honnêtement. Voilà. Est-ce que l'Unreal Engine 6 est déjà annoncé, dit Cyril? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais il y aura un Unreal Engine 6, voilà, tôt ou tard. Et vu que Cyberpunk 2 devrait pas arriver avant quelques années, peut-être qu'en fait c'est un jeu qui utilisera l'Unreal Engine 6. Qui sait? Je ne peux pas vous dire. Je vous dis juste que le jeu est sorti de pré-prod, ce qui est plutôt cool. C'est quoi mon site de job, dit Wazoo? C'est le site de CD Projekt Red. Voilà, que je vous ai linké que je vous ai lié dans le chat. Là où ils cherchent des gens. Voilà. Kaider qui dit en vrai, si tu rush l'histoire avec un perso de zéro, c'est moins long qu'on le pense. C'est ce que j'ai fait. Ouais, mais en fait, j'ai tellement peu de temps de jeux vidéo que ne serait-ce que me dire qu'il faut que je me retape 10 à 15 heures de jeu pour atteindre le DLC. En fait, je vous avoue que j'ai un peu la flemme.
Alors que là, bah, en fait, j'ai un perso, je peux attendre le DLC immédiatement, quoi. Ça me prendra peut-être 30 à 45 minutes de respect proprement mon perso, peut-être, 1 ou 2 heures pour aller faire deux trois quêtes pour récupérer un peu de matos et puis y aller, quoi. Mais, mais voilà. Salut Shibani! Il y a pas moyen, comme dans The Witcher 3, de commencer direct au DLC? Si, il y a Gorn, parce qu'encore une fois, quand, le DLC arrive, assez tôt dans le jeu, globalement, si vous commencez le jeu de 0, je crois qu'au bout d'une dizaine d'heures de jeu, vous avez accès au DLC. Encore une fois, ça dépend si vous faites la quête en ligne droite ou pas, la quête principale. Moi, mon perso, il est déjà beaucoup plus loin, donc je peux accéder directement au DLC, en fait. Il suffit juste, voilà. Et Jess, il dit, voilà, en plus, tu as une option pour commencer directement au DLC si tu, choisis l'option. Mais il faut quand même que je respecte mon perso, non? Je sais pas. Bref. Il est dans mes petits, il est dans mes petits papiers, dans les jeux que je voudrais vraiment faire, quoi. On va enchaîner avec, on va enchaîner avec un autre jeu maintenant, c'est Battlefield 6 qui cartonne et même si vous savez que j'ai pas une très haute opinion d'Electronic Arts et que, je suis désolé pour les gens qui ont bossé sur Battlefield 6 qui a été un cauchemar à faire en interne, et bien le pari un peu fou d'Electronic Arts et très ambitieux de Vince Zampella est en train de se réaliser puisque Battlefield 6 est en train de casser le plafond de verre de la série Battlefield, c'est-à-dire se vendre beaucoup plus que les Battlefield auparavant et avoir un retour critique qui n'est pas unanime, mais qui est globalement très, très bon. Voilà. Vous le savez, depuis que le jeu est sorti, beaucoup de gens y ont joué, beaucoup de gens l'ont acheté, les retours ont été bons. Moi, je m'éclate personnellement dessus. Je me fais avant d'aller me coucher, après le dîner, je me fais au moins 1 ou 2 maps tous les jours de Battlefield. Je prends juste énormément de plaisir à y jouer. Voilà, c'est très, très cool, même en solo. Et vous le voyez ici, selon Electronic Arts, eh bien, Battlefield se serait vendu à 7 millions d'exemplaires en 3 jours, éclatant tous les records des autres Battlefield. Pour sortir un peu du bullshitox financier d'une entreprise, j'ai été voir ici, Matt Pichella, évidemment, observateur, très, 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 très bien, comment dire, renseigné sur le monde du jeu vidéo et Battlefield 6 serait déjà le jeu vendu le plus vendu de 2025, alors que le jeu est sorti mi-octobre. Donc c'est vraiment un délire et on pourrait peut-être avoir la bascule, eh bien, qui fait que Battlefield 6 va mieux se vendre que Call of Duty, parce qu'on n'a pas encore les chiffres de vente de Call of Duty, mais vous savez que Call of Duty 7 a été très, très mal reçu. Tout le monde s'attendait à une cuvée assez moyenne. Globalement, le solo et la risée d'internet, tellement que les passages du solo sont débilissimes. Le multi est mal reçu par la communauté. Le taux de fréquentation sur PC, alors, on va pas se mentir que le code, c'est d'abord un jeu console, mais le taux de fréquentation sur PC est beaucoup plus bas que les autres années. Donc peut-être qu'on aura le moment où Call of Duty, qui a souvent été le jeu moins bon mais plus constant des 2 licences, a toujours été le plus vendu quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même un mauvais Call of Duty se vendait mieux qu'un bon Battlefield. Là, vu les ventes de Battlefield qui sont vraiment des ventes qui sont de l'échelle d'un Call of Duty globalement, et vu Call of Duty, après encore une fois, peut-on encore parler de vente pour un jeu qui est disponible dans le Game Pass? Voilà. Mais il y a peut-être un moment où Battlefield va devenir la licence des méga jeux militaires visuellement un peu réalistes et un peu arcade dans la jouabilité et voilà. Et je vous avoue qu'étant pas un fan parce que j'ai pas fait tous les Battlefield, mais étant largement plus team Battlefield que team Call of Duty, je vous avoue que ça me fait beaucoup plaisir. Voilà. Battlefield sur console, dit Radmou, il y a toujours pas la visée au gyro. Ah! On peut pas faire le gyro et le stick droit en même temps, ce qui est un peu bête. Donc, très, très bien. Voilà. McMahon qui dit: «J'arrive pas à me réjouir de l'échec de code vu qu'en face c'est EA». Ah bah, de toute façon, on va pas se mentir, mais pour sortir des blockbusters, à la gloire de la guerre à l'américaine, de toute façon, c'est clairement pas un petit dev indé woke qui va vous sortir ça, c'est sûr et certain, hein. D'ailleurs, on en rigole beaucoup avec Jotabe qui est dans la vie et pas du tout aligné avec tout ce genre de choses, mais qui dit effectivement Battlefield 6, c'est un peu mon petit péché mignon, sale, voilà. Moi, je trouve que les sensations de jeu dans Battlefield 6 là, alors je fais plutôt des maps, type, petites et moyennes, donc fantassin ou avec un peu de
de chars d'assaut terrestre, donc je fais pas les maps avec les hélicos et les avions globalement, mais les sensations de jeu sont vraiment très bonnes. Donc très intéressant, et bien de voir à quel point, bah, des fois, à force de tirer sur la corde et sortir des jeux moins comme Code, ça commence à vraiment se payer. Et je me dis encore une fois, le manque de flair de Microsoft, hein, parce que Microsoft, ils ont acheté Activision un peu, pas au sommet, mais encore dans le très très haut de la valeur de Call of Duty. Et 2 ans après l'achat effectif, Call of Duty, en fait, qui devait être un peu la locomotive financière et d'abonnement de Xbox, voilà, ils sortent peut-être le pire code depuis 10 ans, quoi. Et Schnack a raison, c'est vrai, j'avais complètement oublié, mais Battlefield 6 est gratuit en multi cette semaine. Alors, je vous rappelle que le mode Battle Royale de Battlefield est déjà gratuit. Mais effectivement, là, le mode multi avec tous les autres modes de jeu, notamment le mode sabotage que j'aime beaucoup, qui est un mode temporaire en ce moment et qui me fait beaucoup rigoler. Tous les modes de jeu de multi de Battlefield sont effectivement gratuits cette semaine. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Je trouve que Battlefield 6, c'est un retour en arrière comparé à Battlefield 1 dit Very Bad Fish niveau mise en scène et ambiance. Alors je ne peux pas te dire parce que étant effectivement pas du tout fan des jeux, des FPS de type Première et Deuxième Guerre mondiale, j'ai pas trop joué à Battlefield 1, donc je pourrais pas te dire. C'est juste que Battlefield 6, j'arrive et c'est un rush d'adrénaline monstrueux du début à la fin de la map, avec que ce soit dans la victoire ou la défaite, 2 fois sur 3, mes victoires et mes défaites sont assez serrées, donc il y a un vrai suspense, c'est vraiment très cool. Et 1 fois sur 3, mon équipe roule sur l'adversaire, on se fait rouler dessus par l'équipe adverse globalement, mais voilà, la plupart des games pour moi sont vraiment très plaisantes. Je suis pas un très bon joueur, mais je m'amuse vraiment bien. Il y a des parties sur lesquelles j'appartiens à la meilleure escouade et je me dis: «J'ai vraiment pesé», donc c'est hyper gratifiant, encore une fois. Puis comme c'est un jeu, qui pousse à faire du team play, donc vraiment à aider les uns les autres à rester organisés et tout, c'est très, très, très chouette pour les gens qui ont moins de skills purement mécaniques, on va dire. Il y a Battlefield qui dit: «Il y a encore beaucoup de joueurs sur BF1, c'est de dire». Ouais, mais pour vous donner une idée, là, Call of Duty, Battlefield, enfin, bon, Call of Duty Battlefield, Battlefield 6 s'est vendu plus que tout Battlefield 1, là, en 3 semaines. En un mois, ils ont vendu plus de Battlefield 6 que Battlefield 1 pendant toute sa carrière, et Battlefield 1 a été le Battlefield le plus vendu de la licence. Donc je ne sais pas si vous rendez compte, de la performance. Voilà. Donc là, on parle des États-Unis. Il faudra voir dans le reste du marché. On va pas se mentir, les États-Unis restent le plus gros marché pour ce genre de jeu. Donc voilà. Et donc, le dernier jeu qui a fait autant de revenus que Battlefield sur ce laps de temps, c'était Modern Warfare 2 en octobre 2022. Voilà. Et donc, vous voyez ici, d'après Matt Piccatella, pardon, Battlefield 6, eh bien, en octobre 2025, c'est plus vendu que les ventes totales de Battlefield 1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence du truc. Battlefield 1, ça a été un jeu qui a été non seulement un succès à son lancement, mais qui a été soutenu pendant des années par DICE. Et ça a été battu en même pas un mois par Battlefield 6. C'est un délire. Et là, on parle juste de octobre 2025, hein, parce que là, on est déjà le 27 novembre. Donc, le jeu, il est déjà en plus, il est en Black Friday, donc très agressif de la part d'Electronic Arts pour vraiment faire adopter le jeu. Pour un jeu qui vient de sortir, triple A, aussi bien reçu, ils n'étaient pas obligés de faire un Black Friday. Donc, ils font un Black Friday, il est à moins 15%, je pense, sur la plupart des stores. Et il y a le multi qui est gratuit en ce moment. Donc, ils veulent vraiment enfoncer la tête de Call of Duty sous l'eau. Et je vous avoue, c'est plutôt chouette. Code, pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous avez vu la campagne de Code. Il y a un boss, je vous spoil parce que je pense que la plupart d'entre vous vous en battez les couilles. Euh, Ils sont partis dans un délire à pleurer de rire. Où est-ce que j'ai trouvé ça? On part dans des délires. C'est vraiment. Il y a des combats, c'est vraiment. On est en mode, c'est devenu un raid de World of Warcraft, hein. On se bat contre un boss gigantesque, faut sauter par-dessus des trucs. Là, on est parti. Oh là 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 là. Ça, c'est la campagne solo de Call of Duty 7, hein. T'es là, tu fais bon bah. Oh, ils ont essayé de dire fuck it, hein. Ils ont essayé de dire fuck it à tout. Euh, je crois qu'il y a une cinématique à un moment où ils se prennent des containers, des tanks dans la gueule. Il y a une meuf qui les repousse avec son bras robot. Oh là 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 là. Ouais, je pense qu'ils ont essayé de dire fuck it, hein. Ils ont essayé de dire fuck it à tout le reste. Voilà.
Évolution à la Saints Row, ouais, j'ai l'impression. Et vous voyez qu'entre le moteur de jeu qui reste vraiment un truc, même quand il est mis à jour, ça reste un truc un peu qui fait un peu tiep. Euh, et franchement, ça a l'air d'être vraiment mais nul à chier, putain. Ah là 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 là. Voilà. Bon, bref, ils se font démonter la gueule. Je crois qu'il y a d'autres moments dans la campagne qui sont vraiment catastrophiques. Regardez-moi, lui, on dirait un jeu de voiture. Tout a l'air horrible dans ce jeu, quoi. Voilà. Bref, Battlefield 6, même si encore une fois, je vous le dis, c'est un jeu qui n'est pas parfait. C'est un jeu qui a des grosses problématiques, notamment via son éditeur. Le jeu en lui-même, je pense il est vraiment très bon. Et il se vend très, très bien. Et même moi qui n'y croyais pas, parce que je vous rappelle qu'on avait vu l'enquête de Jason Schreier qui expliquait que les attentes d'Electronic Arts autour de Battlefield étaient vraiment surréalistes par rapport à l'audience de Battlefield. Et ben force est de constater que les attentes, elles vont peut-être être touchées puisque le jeu vraiment explose littéralement le plafond. Et je ne sais pas pourquoi le jeu a explosé le plafond, même si le jeu est bon, puisque même quand un Battlefield est bon, il se vend jamais autant. Donc je ne sais pas pourquoi cette année, Battlefield 6 a été le jeu qui était un bon Battlefield, mais qui a explosé son plafond de verre vraiment de très très loin. Ils ont toujours fait de la pub massive Electronic Arts pour leurs jeux, qui se vendent ou qui se vendent pas. Donc je sais pas pourquoi celui-là, même si on a senti que dès les early access et les bêta tests, ils prenaient. Je sais pas pourquoi là vraiment il y a une volonté sur ce genre de jeu qui stagne depuis longtemps. Voilà. Et c'est bien avant que Call of Duty soit annoncé comme nul. Donc bien ce bonheur que je ne m'attendais pas à Battlefield Red Sec, qui est très bien le Red Sec. Hein. Donc c'est le c'est le mode c'est le mode Battle Royale de Battlefield qui est très très chouette. Hein. Bref, voilà. Battlefield reste une licence qui est poussée depuis des années, que la QV soit bonne ou mauvaise. Et là, ça a marché. On va rester justement dans les jeux qui sont censés être bons, mais qui ont peut-être des auteurs un petit peu problématiques, puisque aussi, bah, la semaine dernière, c'était la sortie enfin en 1.0 de Escape from Tarkov, justement. Le jeu qui a, alors pas le premier du genre, mais le jeu qui a lancé l'extraction shooter. Donc je vous rappelle, hein, vous êtes droppé sur une map, voilà, vous devez vous équiper, vous devez survivre, vous devez looter et vous devez vous en sortir. C'est un jeu qui, depuis, a une communauté qui est archi fan, même si le jeu lui-même est régulièrement traversé par des scandales, que ce soit au niveau des offres, avec des packages à 250 balles qu'on vous promet que c'est le package ultime. En fait, il y a un package encore mieux qui sort derrière. Si j'ai bien compris, il y a du pay to win avec notamment des gens qui ont accès aux écouteurs qui donnent un avantage gigantesque. Et évidemment, le plus important, avec une équipe et un PDG qui sont des gros connards. Voilà. Et qui, en plus d'être des gros connards, se fichent désormais ouvertement pro-Poutine et anti-Ukraine dans leur propagande et qu'on peut retrouver notamment dans les assets du jeu. Un régal. Voilà. Donc, pareil, des bisous à la communauté Tarkov qui est parfois un peu déchiquetée entre je déteste l'éditeur, mais j'adore le jeu. Voilà. Mais il n'empêche que la 1.0 est officiellement sortie après des années et des années et des années d'early access. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, Tarkov est sorti à un moment où la communauté le boude, enfin, lui en veut clairement, de beaucoup de pratiques pas cool envers la communauté qui a dépensé des centaines, voire des milliers d'euros dans le jeu. Et puis un moment aussi où Ark Riders, l'autre extraction shooter, beaucoup plus cool que Tarkov, hein, dans les conditions de jeu évidemment, qui est beaucoup plus doux que Tarkov, est un énorme carton auprès de la communauté des gens qui jouent aux extraction shooters et des gens qui ne connaissent pas les extraction shooters. C'est vrai que jouer à Ark Riders quand on ne connaît pas les extraction shooters, c'est chouette. Jouer à Tarkov quand on ne connaît pas les extraction shooters, c'est vraiment dur. Voilà. Donc, Tarkov est là. Voilà. Hashtag Riders, qui coûte moins cher que Tarkov et qui se tape pas les éditions. Voilà. Parce que si je ne m'abuse, à la base, aussi l'éditeur, Battle State, avait sorti une édition qui était une édition qui coûtait la peau des fesses, mais qui promettait aux joueurs que après tous les DLC et les ajouts seraient gratuits pour eux parce qu'ils ont lâché genre 150 balles dans le jeu. Et je crois que moins d'un an après, ils ont sorti une nouvelle édition qui s'appelle la Unheard Edition et qui avait des modes de jeu qui n'étaient pas inclus dans les gens qui avaient payé 150 balles avant, à qui on avait tout promis. Et on leur a dit oui, mais ce type de mode-là, en fait, il n'était pas inclus dans l'offre illimitée qu'on vous a donnée dans l'édition d'avant. Enfin, des trucs vraiment shitty au possible. Vraiment, genre.
Voilà, ça me donne enfin, moi qui, encore une fois, est quelqu'un qui aime bien, jouer à des jeux avec, des possibilités un peu de moments à vivre, un peu comme dans Arkriders ou autre. Tarkov, j'ai toujours un peu tourné autour en mode: «Oh, ça a l'air d'être un peu fou ce qui se passe dans les streams de Tarkov». Le jeu et le type de jeu de l'extraction shooter, ça a l'air d'être hyper intéressant. Mais je vous avoue que la politique de l'éditeur envers leur communauté et les prises de position de l'équipe, voilà, ça donne, vraiment, vraiment pas envie du tout, du tout. Ils ont fait un rétropédalage là-dessus des Kyron Hope. Merci à toi pour la précision. Mais donc Kyron Hope, si tu connais mieux que moi, parce que je connais pas bien Tarkov, évidemment, même s'il y a pas longtemps, j'ai vu que Zerator s'était lancé dessus avec Moment. Et Moment, c'est, je pense, le streamer français à suivre sur Tarkov. Je crois qu'il y avait cette bidouille avec une sorte d'édition Ultimate qui te dit oh, tu payes cher, mais vraiment tu te prends plus la tête à payer parce qu'ils arrêtaient pas de vendre des DLC, des trucs en plus. Et que derrière, ils ont sorti une autre édition avec quelque chose qui n'était pas accessible à l'édition Ultimate qui te promettait tout. Oui, le jeu, du coup, il est avec des avis assez mitigés. Après, je sais pas quoi, 5 ans, 6 ans d'early access? Je n'arrive même pas à savoir quand est-ce qu'il a été, vraiment annoncé ce jeu est jouable. Oui, c'était la Edge of Darkness. Merci beaucoup pour la précision. Ça donne envie. Et donc, vu qu'on parle d'extraction shooter, parce qu'on parle de la sortie enfin après des années de Escape from Tarkov et la sortie de Arkriders, comment dire, début novembre, évidemment, l'autre grosse sortie du genre s'appelle PUBG Black Budget, le budget noir de PUBG. Puisque ça y est, Krafton a annoncé qu'il y aura un mode, eh bien, extraction shooter à PUBG. Et ce qui est intéressant, enfin, et décrit par la communauté des extraction shooters, c'est que PUBG étant un battle royale, eh bien, on va retrouver un ingrédient du battle royale dans cet extraction shooter, qui est Moulox, bien sûr, les gens. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une map avec une île un peu mystérieuse, voilà, dans laquelle il va falloir évidemment se dropper, looter et repartir vivant. Mais ce qui va se passer dedans, c'est que en plus, vous allez avoir la zone du battle royale. Voilà, ce qui n'est pas le cas dans les extraction shooters, parce que dans les extraction shooters, l'élément de jouabilité qui vous crée du stress et vous oblige à un moment à vous rendre dans des lieux spécifiques et créer peut-être de la tension, de la baston, c'est le timer, le compte à rebours qui fait que les lieux pour s'extraire de la map ferment les uns après les autres. Et c'est ça qui crée du stress si plus vous restez de temps. Là, l'idée, c'est que pour PUBG, ils vont rétrécir la zone avec un cercle. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, toutes les zones d'extraction sont ouvertes et au fil du temps, bah, en fait, elles se retrouvent hors zone, donc il y a de moins en moins de zones d'extraction? À voir. Personnellement, n'étant pas un puriste de l'extraction shooter parce que je n'y ai jamais vraiment joué avant Ark Riders, je trouve l'idée rigolote. Mais j'ai l'impression que c'est une idée qui pousse plus vers le PVP. Je vous rappelle que les extraction shooters sont des PVPVE. Donc on s'affronte avec d'autres joueurs et avec des unités gérées par le jeu lui-même. Et donc là, est-ce que ça veut dire que les mobs seront de plus en plus forts plus on reste dans la map? Est-ce que ça veut dire qu'on va prendre des dommages, que la zone va se rétrécir? Je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, en cliquant sur le lien que je vous ai mis dans le chat, si vous avez déjà PUBG, je crois, je ne sais pas s'il faut avoir PUBG ou pas. Moi, j'ai PUBG. Vous pouvez eh bien, vous inscrire pour le bêta test qui va débuter durant le mois de décembre, si je ne m'abuse. Il y aura 2 phases de bêta test au mois de décembre. J'essaie de vous retrouver ça quelque part. Bref. Et évidemment, on suivra tous et toutes Trivia, euh, ma streameuse préférée de Battle Royale, qui en ce moment fait du Ark Riders. PUBG étant gratuit. Ah, mais moi, je l'ai payé à l'époque. C'est vrai qu'il est passé gratuit, mais moi, à l'époque, je l'avais acheté. C'est vrai. Donc, autant pour moi, tout le monde peut posséder PUBG et s'inscrire pour Black Budget. Ça fait plutôt. Ça me donne envie, même si je vous avoue que je préfère l'univers de Ark Riders globalement. Pourquoi pas? On va voir ce que ça donne. Boîte à cookies qui que le Battle Royale est mort et l'Extraction Shooter vient de prendre sa place. Bah, c'est intéressant parce que déjà à l'époque, euh, euh, comment dire, PUBG Corp, les gens qui bossent encore dessus depuis que PUBG lui-même a quitté le studio, ils disaient qu'effectivement, pas l'héritier, mais la continuation naturelle du Battle Royale, ça pourrait être l'extraction shooter. Donc, il avait déjà annoncé en fait qu'il pense que c'est un mode de jeu qui est bien. Et je suis d'accord, l'extraction shooter en fait permet de créer un mélange de chaos, de skill et de random
qui est très, très, très plaisant, et que je trouve peut-être effectivement plus plaisant que le battle royale, même si le battle royale, du coup, a une sorte de scénographie, de storytelling qui est un peu absolue, genre: «Vous êtes 100, il n'en restera qu'un». C'est vraiment le pitch le plus simple et le plus spectaculaire à faire. Je pense que l'extraction shooter, je trouve plus subtil, on va dire. Est-ce que ce sera gratuit, Black Budget? Je ne peux pas te dire parce que ce qui est intéressant, c'est que les 2 rois de l'extraction shooter sont payants. Vu que Riders et Tarkov sont tous les 2 payants, pourquoi pas avoir un Black Budget qui est payant? Mais après, voilà, vous connaissez, Krafton, c'est un éditeur coréen qui a poussé à ce que PUBG soit du, free to play. J'ai du mal à voir un spin-off de PUBG devenir payant. Salut Weldel! Kairon Hope qui dit: «J'ai que 700 heures sur Tarkov». Déjà, des gens qui disent que je n'ai que 700 heures. Bon, après Tarkov, je pense qu'il faut prendre 100 heures au début pour commencer à comprendre. Le problème que j'ai, c'est que les extraction shooters me donnent une impression de vide ou qu'il manque quelque chose. Je pourrais pas te dire parce que Escape from Tarkov, je n'ai regardé que des streams, je n'y ai jamais joué. Voilà, je peux pas te dire. Charlie qui dit: «La nouvelle question, c'est comment Fortnite va faire ça aussi?» Fortnite, je pense que c'est très, très simple pour Fortnite d'un point de vue technique de coder un extraction shooter. Et je pense que ça pourrait être un carton si Fortnite sortait un extraction shooter, hein. Franchement, je veux dire, le jeu est littéralement une plateforme. Il pourrait sortir, je pense, très, très vite un extraction shooter s'il le voulait. Mais c'est cool. Ah, j'ai que 20 heures sur Ark Riders, je pensais que j'avais plus que 20 heures sur Ark Riders. Bon, j'ai moins joué que j'imaginais. Je pensais que j'avais 25 heures. Mais, voilà, plutôt des nouvelles excitantes si vous aimez ce genre de jeu. Et je pense que beaucoup de gens, via Ark Riders et la sortie de Escape from Tarkov en 1.0, vont découvrir l'extraction shooter qui était pendant longtemps pour eux un jeu un peu de niche. Voilà. Alors, on reste dans le jeu vidéo avec du coup un peu plus des bad buzz. Il fallait en parler quand même. Puisqu'on parle de Krafton, on va revenir sur le scandale Subnautica 2. Je vous rappelle que depuis quelques mois, il y a un divorce explosif entre les auteurs de Subnautica et leur éditeur Krafton, au point qu'ils ont été virés par Krafton de la suite de Subnautica 2. Je vous rappelle derrière une bataille, puisque d'un côté, Krafton expliquait que les développeurs du jeu, une fois qu'ils avaient vendu leur studio, étaient plus motivés pour le faire, ils étaient à la bourre sur le développement, et c'était pas bon pour le jeu. D'un autre côté, les développeurs de Subnautica 2 disaient: «En fait, nous, c'est pas vrai, on est dans les temps. C'est juste qu'on a annoncé qu'on sortait l'Early Access cette année et que, on rappelle que si on sortait l'Early Access cette année, on allait recevoir les 250 millions de dollars de bonus promis par Krafton lors du rachat du studio et que nous virer, c'est une excuse de Krafton pour ne sortir le jeu qu'en 2026 et ne pas avoir à payer les 250 millions de dollars de bonus. Depuis, c'est le déballage de linge sale sur la place publique avec des mails, des avocats, un procès retentissant qui s'annonce. Au milieu, évidemment, une communauté qui est déchirée entre papa et maman et des développeurs qui continuent à bosser sur Subnautica 2 qui sont en mode c'est le bordel. Voilà, pour un des jeux les plus attendus de 2025 qui était sorti en 2025, donc qui a été repoussé à 2026 par Krafton. Et, depuis, nouveau point, attention le camoulox, Subnautica 2, aurait été bien sabordé par Krafton, puisque Krafton aurait utilisé ChatGPT pour trouver un moyen de ne pas payer les 250 milliards de bonus. Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette merde absolue là-dessus? Alors, cette source vient, d'un briefing qui annonce le jugement et le procès entre les développeurs et l'éditeur, récupéré par Kotaku, et qui a été déposé comme preuve par un des 3 lead développeurs. Voilà, Charles Cleveland, qui était donc un des 3 créateurs originels de Subnautica. Voilà. Donc, toujours comme je vous le disais, les ex-employés de Krafton, donc les créateurs de Subnautica, expliquent que, Krafton les a virés et pris le contrôle de Unknown Worlds, leur studio de développement, pour ne pas avoir à payer ces 250 millions de dollars de bonus. Voilà.
et que derrière, eh bien, ils ont publié une conversation entre le PDG de Krafton, Kim Chang-han, et le boss des opérations, le directeur général globalement, Richard Yoon, avec ce dernier qui explique comment prendre possession du studio. Les documents expliquent aussi que Krafton avait le sentiment qu'ils avaient trop payé pour Unknown Worlds. Je crois qu'en fait, le deal global est autour des 500 millions de dollars, qui a fait qu'ils ont voulu essayer d'éviter eh bien, ce bonus qui était inclus dans le contrat de 250 millions de dollars. Et pour cela, ils ont été ChatGPT pour trouver un moyen d'esquiver le bonus. Voilà. Et les cofondateurs d'Unknown Wars, désormais virés, expliquent que Krafton n'a pas voulu leur donner les preuves de cette conversation avec ChatGPT, et expliquant que cette conversation n'existe plus désormais. Alors, je sais pas d'où ils sortent cette source, mais c'est complètement fou, quoi. Voilà, c'est... Pourquoi avoir pris autant? C'est débile comme move. J'avoue que même si le succès de Subnautica est un très grand succès, c'est un des plus gros succès de ces dernières années en termes de double A, payer autant de centaines de millions de dollars pour Subnautica 2, c'est quand même un délire, quoi. Mais bon, c'était à l'époque où Krafton et compagnie étaient des éditeurs qui avaient beaucoup d'argent avec la dette, le post-Covid, et qui se sont dit, let's go, on rachète à prix d'or. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui a été brûlé avec la ruée vers l'or post-Covid du jeu vidéo. Tout ça pour qu'on se rende compte que le jeu vidéo, bah, en fait, c'est pas devenu le paradis, quoi. En tout cas pour les investisseurs. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein, voilà. Et je vous rappelle qu'évidemment, Krafton a annoncé qu'ils allaient devenir un studio IA First, bien sûr. Tout à fait Beyond Born. Une boîte IA First, ils l'ont annoncé eux-mêmes parce que Krafton s'est dit: «Et si on continuait à avoir le rôle des grands méchants?» Donc si on disait publiquement ce que tout le monde fait tout bas, c'est-à-dire d'utiliser de plus en plus d'IA. Je vous rappelle aussi, alors je ne l'ai pas mis en news, mais que, aussi, Tim Sweeney, le boss d'Epic Games, a annoncé que, c'était débile de forcer, d'avoir un tag, notamment dans des boutiques comme Steam, sur l'utilisation ou pas d'IA générative dans les jeux, parce qu'on en a vu pas mal ces derniers temps dans des grosses prods, notamment Arc Riders aussi, puisque, Tim Sweeney disait lui-même: «L'IA, il y en aura absolument partout, à tous les stades de développement, dans le futur, dans tous les jeux», et je pense qu'il a raison. Pas que je suis d'accord avec lui, mais je pense qu'il a raison dans les faits. C'est juste un truc que je pense que tu pas envie de mettre en avant pour l'instant, tellement que c'est tabou et associé à des choses négatives. Et enfin, pour finir dans les mauvais plans, dans les bad buzz et dans l'IA, bien sûr, il y en a un qui est jamais les derniers pour aller dedans. Ubisoft, voilà. Ubisoft, qui je vous rappelle a repoussé, eh bien, comment dire, qui a repoussé la publication de leur compte de Q4 2025, ce qui a fait peur à absolument tout le monde. Ubisoft qui est en train de se scinder pour un peu justement échapper au marché boursier, et qui a créé Studio Vanguard avec le fiston de Guillemot, Charlie Guillemot, à la direction. Et désormais, Ubisoft s'est dit: tiens, si on donnait des nouvelles de nous et qu'on parlait d'IA. Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est mauvais ce qu'ils ont fait, mais est-ce que c'est le moment, encore une fois, de se taper un bad buzz? Voilà. Il n'empêche que je vous rappelle qu'il y a quelques années, Ubisoft avait montré justement une sorte de démo qui était basée sur Watch Dogs, je crois, où on pouvait discuter avec des NPC et on voyait que leurs réponses étaient plus réalistes, plus profondes et plus temporelles qu'on pouvait l'imaginer. La démo était un peu boiteuse, on va pas se mentir, mais c'était le tout début de ChatGPT et compagnie. C'était une démo technologique. En soi, je vous dis, s'il y a bien un endroit où je pense que l'IA peut être intéressante, c'est pour les NPC, parce qu'on ne peut pas demander à un humain de coder 84 millions de répliques et de réagir en temps réel, évidemment, à nos actions. Si les NPC d'un monde ouvert deviennent doués d'une mémoire de conversation de nos actes et agissent selon des règles, etc., et qu'on a un monde qui est beaucoup plus vivant, quelque chose qui n'est pas humainement faisable, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bref. Voici du coup leur dernière avancée sur eh bien, les personnages non joueurs des IA. Ça s'appelait Teammates. Voilà, après Neo NPC. Et le but du jeu, encore une fois, c'est d'avancer le plus là-dessus. Honnêtement, je me fais l'avocat du diable, mais je pense que dans un open world avec beaucoup de personnages non joueurs, c'est peut-être l'endroit où j'ai le plus envie de voir de l'IA, quoi. À plus tard, Kyron Hope, et merci beaucoup pour tes précisions sur Escape from Tarkov. Voilà. Bon, on verra. Je vous rappelle que c'était pas les derniers sur le métaverse et la NFT aussi, donc attention. Attention. Déjà, ressortez-nous des bons jeux
faites-nous des bonnes ventes, ce sera pas mal. On va enchaîner avec, des petites news hardware, avec pour les, petits vénards ou victimes au choix qui ont acheté une Xbox Live, on a une nouveauté, qui est très intéressante et qui justement, je pense donne beaucoup d'intérêt pour une machine qui se veut simple comme une console. Et bien, c'est qu'on va avoir désormais des profils, sur les principaux jeux de la Xbox Live pour que, on ait des réglages optimaux en termes de performance et de batterie. Voilà, c'est un peu ce qu'on attendait, c'est en train d'arriver. Ça va être simple et ça va pas être des options compliquées comme on a sur PC. Donc vraiment, c'est un truc genre, je veux que le jeu il tourne à 60 FPS ou que le jeu consomme le moins possible avec, quelque chose de OK. Voilà, c'est, je crois désormais accessible pour les gens qui sont sur le programme, comment ça s'appelle? Le programme partner d'Xbox à tester. Je l'ai pas testé personnellement. J'avoue que j'ai pas touché à ma Xbox Live depuis plusieurs jours parce que Ark Riders et donc du coup je joue Ark Riders en cloud, donc j'ai pas besoin de ma Xbox Live, je joue avec ma tablette. Mais je pense que c'est le genre de brique qui est importante parce que quand on joue sur ce genre de machine, j'ai pas envie de toucher à mes réglages avancés pour essayer de voir quel est le meilleur rendu possible pour, consommer tant d'énergie. Je veux que quelqu'un le fasse pour moi, qu'il optimise pour moi, que ça me prenne pas la tête et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, il n'y a que 40 jeux, je crois, et l'idée, c'est que ce soit, j'imagine, quelque chose qui s'optimise avec le temps et qui se généralise, qui se standardise avec le temps. J'aimerais beaucoup que ce soit un peu partout. Voilà. Pas grand-chose d'autre à dire, mais quand on a des bonnes nouvelles à donner sur le programme Xbox, console, enfin Xbox, PC portable, j'ai envie de dire, faisons-le. C'est pas toujours qu'il y a des bonnes nouvelles. Et la dernière news jeu vidéo, elle est drôle. C'est juste un mec qui s'est amusé, en mode full rétro gaming, à installer une ah, ça marche plus? Pourquoi ça marche pas? Non? Donnez-moi 2 secondes. Pourquoi je peux pas le follow? Ah mince, la personne s'est mis en privé depuis ce matin. OK. Bon, je vais devoir vous la remontrer. C'était donc alors la personne a retiré son projet, peut-être qu'il s'est passé un truc, bad. C'est pas grave, c'est un truc qui était rigolo, hein. Hem, on va aller sur bah, tu on va aller chez les amis de Cocottland. Voilà, avec, une incroyable, Nike Air qui contient dans sa languette, même pas dans la semelle, qui contient dans sa languette un Raspberry Pi 0, avec RetroPie et regardez bien, une sortie en RCA, donc les fameuses prises, jaune pour la vidéo, rouge et blanche pour le son et un adaptateur Bluetooth pour jouer avec une, manette 8-bit Do en sans fil. On peut jouer, littéralement dans la console. Est-ce qu'il a reçu un mail des avocats de Nintendo? Ça m'étonnerait pas, parce que littéralement, il y a ce matin à 11 heures, j'ai mis la news de côté et c'était sur sa page Instagram et voilà, donc c'est évidemment un truc drôle. C'était une sorte de d'hommage qu'il a fait avec cette machine aux couleurs de la SNES, pardon, de la Super NES américaine notamment. Je trouve ça rigolo. Bon, bah, Nintendo. Nintendo, peut-être. Je sais pas si c'est Nintendo, mais ça ne m'étonnerait même pas connaissant l'amour de Nintendo pour renvoyer à sa communauté l'amour que sa communauté crée. Je vous rappelle que ce projet était pas du tout un projet qui a été mis en vente, hein, c'était juste un délire personnel. Bon, je sais pas s'il a été, comment dire? Censuré par Nintendo ou Nike. Non, parce que des gens qui font des modifications de chaussures Nike, c'est légion partout sur les réseaux sociaux, donc ça m'étonne. Ça m'étonne vraiment. Je pense que s'il y a bien une grande entreprise qui déteste sa communauté, je mettrais plutôt mes billes sur le fait que c'est Nintendo plutôt que ce soit Nike, quoi, voilà. Ça m'étonnerait. Des bisous bien sûr au Nintendo, des bisous Nintendo, aka le syndrome de Stockholm.